Salut, bonsoir et bienvenue dans ce dernier épisode de podcast de l'année 2024. Et oui, ça fait 10 au total que je fais de chaque épisode. Mais bon, il y a eu toutes sortes d'histoires qui ont fait en sorte que je n'ai pas le chiffre exact que j'espérais rendu à ce moment-là. Mais on finit à 10 épisodes de chacun des podcasts. Donc le podcast saignant sur le cinéma d'horreur, le Politicast pour la politique et le Balado Geek pour la culture geek. Et on termine en beauté l'année 2024, le numéro 10, avec un podcast sur la mythologie grecque. Est-ce que c'est un sujet geek? Pas spécifiquement, mais on dirait que c'est juste les geeks qui s'intéressent à ça dans la vie parce que c'est juste les geeks qui s'intéressent à des histoires qui impliquent de l'inceste, du viol, du non-respect du consentement, bref, tout ça. Est-ce que Kratos est le dieu des masculinistes? Oui, totalement. Donc, non, mais je suis désolé, mais c'est quand même un fait, hein. Je veux dire, je suis pas un dieu. Alors, on va en parler de Kratos. J'ai quelque chose à dire à son sujet. Vous allez voir. Oui, j'ai quelque chose. Oui, parce que son inspiration vient pas de nulle part. J'ai trouvé, elle venait d'où. Voilà. Ok. Ouais, j'ai trouvé, elle venait d'où. Et que, voilà. Et elle ne vient pas de Julien Bournival, Vaugeois, tout le monde en parle, ni de la gang du Licite Podcast. Non, 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 non. Elle vient pas de là. Je veux dire, Le jeu, il date de vraiment plus longtemps aussi. Là, c'est ça, le jeu. Normal, c'est ça, le jeu. Et les principes masculinistes, eh bien, ils datent effectivement de la Grèce antique. On va avoir l'occasion d'en reparler, bien sûr. Mais en attendant, coucou à ceux qui sont là. Donc, T. Chloé qui était la first, génial. Bullshit qui nous fait un excellent résumé. Et qui dit qu'il s'en va, puis qui met pas le son en plus. Voilà, c'est ça. Donc, dans son badge. Bon, voilà. Pas vrai, t'étais là en premier. Trichard, ben oui, j'aimerais bien dire le contraire, mais voilà. Dark Simpson qui nous parle de Donald Trump, donc voilà. Importation de drogue illégale ne s'arrêtera pas avec des tarifs de 25%, hein, super. Donc, Bullshit, je ne savais pas que t'avais eu des cours sur la mytho grecque, mais mais à ma défense, j'ai quand même lâché un call dans voyons. J'ai quand même lâché un call dans le chat de la Rogue, dans le Discord, et t'as pas répondu. Donc, voilà, c'est ça. J'ai quand même lâché un call. J'avais tagué Patarion, mais j'avais dit, y a-tu des intéressés? Puis Patarion, me semble que t'étais bon là-dedans. Fait que... Me débrouille. Pour être bien honnête, je me débrouille, c'est plus connaissance générale. Mais... il me semble que j'avais répondu. Bah. C'est de quelle tragédie grecque cette pièce? Oedipe à fucking colonne. Et je savais pas que tu as fait tes cours. Hello there, ok. Oedipe, en fait, ok, bon, super. Je m'en souvenais quand je vais être ministre. Ben voilà, c'est bon. Fait que, ok, t'as peu. Le compte est bon, salut à toi. J'espère que tu vas bien. Oui, Tricky, les préjugés, j'assume. Kratos, c'est le géant qui perd de Lucky. Non. Oui, mais. Ouais. Ouais. Ouais, Pas... mais non. Ils ont changé un petit peu. Canadian, bonjour à toi. PS Beau T-shirt geek, effectivement. Let's go full life. Je vous aime, mais je suis plus, donc je vais me laver. Be right back. Parfait, c'est bon. Il me semble que j'avais répondu. Ah, en effet, j'ai pas répondu. Désolé. Bon. Je devais être le seul quand j'étais au secondaire à louer les livres de mythos à la bibliothèque. T'étais pas le seul, je le faisais aussi. Oedipe, c'est le seul à qui c'est justifié de traiter de... Voilà, exactement. Genre, je veux dire, imaginez si Samuel L. Jackson avait vécu à l'époque d'Oedipe. Voilà. C'était à peu près ça. Bref, Patarion, bonsoir. Après tout ça. Eh oui. Merci. Ouais. Eh oui, fait que j'espère que tu vas bien. J'espère que t'as passé une belle journée. Oui, vraiment tranquille. Je me suis ressourcé un petit peu sur le sujet cet après-midi. Mais j'ai pris ça tranquille, pour être banal. Petite journée tranquille. Hey, Toi? Moi, très très bien. J'en ai profité pour me remettre à jour aussi sur certains mythes grecs. J'avais déjà commencé il y a quelques jours, mais tu sais, j'ai profité pas mal aujourd'hui pour en faire aussi. Fait que, Perfect. voilà, c'est à peu près ça. J'ai cru comprendre que toi aussi, tu t'étais mis à jour un petit peu aujourd'hui sur certaines affaires. Ouais. Okay. Donc, avant de commencer, en fait, j'aimerais ça qu'on explique un petit peu la démarche que je veux avoir, parce que j'ai pas envoyé de script de questions à Patarion ou quoi que ce soit. J'ai juste dit, trouve des mythes duquel t'aimerais parler, puis notre objectif, ça va être de regarder c'est quoi l'influence historique que ça a eu, ça vient d'où, théoriser aussi sur comment ça a été écrit, pourquoi ça a été écrit, qu'est-ce que ça signifie. Puis pour ça, ben, il faut commencer un petit peu par la base, en fait. Bon. Question de base. Selon vous, est-ce que ces mythes sont réels, oui ou non? C'est une bonne question, hein? Pose la question at large, là, ou genre... At large. Selon vous, est-ce qu'il y a du vrai dans ces histoires-là qui ont été racontées? Et qu'on est-tu vraiment devant des mythes qui sont entièrement faux, ou bien on est plus dans la légende où il y a des parts de vrai, selon vous?
Ça dépend. T'en as qui sont comme un peu basés sur des faits. Qui sont quand même basés sur des faits historiques ou des événements qui se sont bel et bien passés. Tandis que t'en as d'autres que soit c'est du monde que peut-être ils ont pris un petit peu de shroom puis qui ont halluciné des affaires. Des fois c'est à cause que je sais pas. Pour vrai, genre ça dépend vraiment pour bien des aspects parce que t'as quand même Homer à l'époque qui était comme quand même quelqu'un qui. C'était un bon parleur, c'était quoi déjà son métier? Non, c'était pas un philosophe, c'était... C'était un littéraire, c'était un homme de lettres, là, tout simplement. Ouais, là. c'est ça, c'était un homme de lettres. Fait que, il y a quand même Homer qui a embarqué là-dedans, qui a peut-être twisté un petit peu et tout certaines affaires. Fait que, je dirais que c'est un mélange, plutôt que dire que c'est pas vrai. Il y en a qui sont littéralement inventés toutes pièces, puis t'en as d'autres que d'après moi, c'est basé sur des faits réel, mais avec une petite twist. Moi, je dirais peut-être avec de quoi de ce genre. C'est ça. On a Bullshit qui veut un exposé de 90 minutes sur pourquoi est-ce que les Grecs s'entrefoutaient dans le cul. Ben simplement parce que c'était la norme de se pratiquer entre hommes en premier avant de satisfaire une femme. Si tu pouvais satisfaire un homme, ça veut dire que tu étais capable de trouver le point G pour une femme. Évidemment, ça fait aucun sens aujourd'hui avec tout ce qu'on connaît, mais c'était la mentalité de l'époque, c'est aussi simple que ça. Puis c'était très fréquent qu'il y avait des gens de même famille qui étaient ensemble, pas nécessairement des frères, des sœurs, des parents ou quoi que ce soit. Ça, c'était réservé aux dieux, tout simplement, parce qu'il était au-dessus de toute considération mortelle. Mais entre cousins, c'était fréquent. Par exemple, dans la guerre de Troie, Achille et Patrocle, ben, techniquement, sont cousins, mais ils sont aussi amants. Fait que voilà, rien d'anormal à cette époque. Aurait été un Aède de la fin du 8e siècle avant Jésus-Christ, surnommé le poète par les anciens. Les deux premières œuvres de la littérature occidentale, qui sont l'Iliade et l'Odyssée, lui sont attribuées. Voilà. Aède, c'est la première fois que je vois ce mot-là. Ouais, Aède, c'est quoi? Aède, c'est la première fois que je vois ce mot-là. On va dire ça. Aède, poète épique et récitant. Ah, ok. L'artiste qui chante des épopées en s'accompagnant d'un instrument de musique. Un barde, bon. Ouais. Mais voyez-vous, déjà en partant, la mythologie grecque s'est transmise à la base par tradition orale, tout simplement. Justement. Et la bonne manière, et bonjour Mando, j'espère que tu vas bien, la bonne manière de transmettre ça, ça a souvent été par la chanson. Fait que déjà en partant, la fibre créative, quand vous créez une chanson, de parler par des images, d'y aller avec des rimes, forcément ça rentre dans la composition de ces fameux mythes, de ces fameuses légendes-là. Interpréter, mais il y a un autre facteur aussi que les gens savent très peu, c'est que la plupart des mots en grec qu'on retrouve dans les mythes, en fait, ce sont des mots qui réfèrent à de la nature. Tu sais, par exemple, Hélios, le dieu du soleil, Hélios, ben Hélios, c'est juste soleil en grec ancien. Fait que souvent, les noms des dieux, c'est juste et tout simplement le nom du phénomène naturel auquel ils sont associés. Hélios pour le soleil, Sélène pour la lune, etc. Sauf que, ben, dans les contes et les légendes, on les personnifie, on leur donne des attributs humains, dans les chansons également, et ça finit par donner naissance à des mythes avec le temps, tout simplement. Et tu rajoutes à ça d'autres affaires aussi, le fait que, tu sais, il y a des gens qui les racontent, le fait que la plupart des mythes grecs qu'on connaît aujourd'hui nous ont été transmis par des... c'est pas tout à fait ça, en fait. Ça l'est devenu plus tard, probablement à cause de la transition avec la mythologie romaine, probablement. C'est ça. Puis ça, c'est une autre affaire aussi. Il faut pas oublier que la plupart des mythes grecs qu'on connaît, en fait, la plupart des mythes grecs qu'on connaît nous ont été transmis par des chrétiens qui l'analysaient de l'extérieur comme étant des rites païens. Ça, c'est une chose qui est quand même importante à pas oublier. Donc, tu sais, il y a des mythes, effectivement, qui viennent de la Grèce, mais ceux qui les ont ramassés, puis nous les ont présentés, mais ils ont été de leur propre interprétation avec ce qu'il y avait. Fait qu'il y a beaucoup de choses qu'on retrouve dans ce qu'on connaît de nos mythes grecs qui clairement semblent influencés par la vision un peu plus chrétienne. Les Romains qui jouaient à Pokémon avec toutes les religions, ouais, ils les attrapaient tous. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Ils les capturaient tous. Ils s'inspiraient vraiment à gauche puis à droite, les Romains. Ah ouais, puis tu sais, chez les Romains, on retrouve des tas de références à la religion mésopotamienne, puis même la religion grecque est influencée par la Mésopotamie, d'une certaine manière. Là. Le meilleur exemple, c'est le récit de l'Arche de Noé puis du déluge. Il y a un récit de déluge dans à peu près toutes les mythologies. Pas que la nôtre, ouais. Il y en a une en Mésopotamie, il y en a une en Égypte, il y en a une en Grèce, puis je pense même qu'il y en a une nordique, pour vous dire, là. Ouais. Puis on va en parler d'ailleurs de la mythologie égyptienne aussi, parce que j'en ai une bonne pour vous autres à vous conter, ça. Donc, bref, c'est un petit peu comme ça que les mythes se créent à travers le temps. Puis quand c'est de la tradition orale, ben tu sais, tu racontes. Puis les gens se font des interprétations, etc.
Ah, j'ai entendu une chanson, j'ai entendu telle histoire, ça disait telle affaire. Puis comme le Steve Vegan, tu l'as dit, après ça, c'est réutilisé pour qu'il y ait des morales derrière ça. Parce que oui, derrière chaque mythe grec, il y a une morale. Oui. Donc, Patarion, je vais te laisser un petit peu la parole. Un petit peu. Ouais. Ouais, c'est ça. J'imagine que tu connais ton origin story. Tu veux dire par quoi pour Origin Pas- Story? Origin story étant, tu sais, comment est-ce que, tu sais, c'est quoi le début, en fait, de la mythologie grecque? Ça commence comment, d'habitude? Est-ce que tu te souviens? Non, pas exactement, non. Ben, exactement, c'est pas très grave si t'as pas Ouais, le mot non, exact. mais genre, pour je vais juste répondre par non, je sais pas vraiment d'où c'est que ça origine, ou d'où c'est que ça vient l'origine. Ah non, je parle... C'est pas, Ah, je parle pas de ça. Je parle pas de ça, je parle de, tu sais, c'est quoi le premier être qui est apparu, mettons, tu sais, dans l'histoire, pas genre ça vient d'où, etc. Ok. et Non, c'est ça, on a quelqu'un qui nous dit les titans dans le chat. il est encore plus vieux que les titans. Mhm. Vraiment plus vieux, et Colin. Avant les titans, techniquement, t'as eu. Calice. Blanc de mémoire. T'as eu. Colin. T'as eu genre. Il me semble que t'avais pas. C'était pas le néant, là, mais t'avais comme de quoi qui est comme. Ouais, c'est ça. lié avec quelque chose qui a Ouais. comme créé la vie. Les gros temps. J'ai un blanc. Non. Les gros temps. Mais j'ai un blanc de mémoire, c'est quoi le nom Ben, exact? tu le dis, là? en fait, c'est le néant. Ah bon. C'est juste que le terme qui était utilisé, c'est le chaos. En fait, tu le savais, c'est juste... Ah, le chaos, ouais. C'est ça, le chaos, exactement. Chaos qui était techniquement la divinité première de toutes, qui a engendré les divinités primordiales, dont la fameuse Gaïa, hein, qui donne la terre, etc. et tout. Mhm. Exactement. Et Gaïa elle-même, ben, tu sais, elle a engendré son propre amant. Et- Ouais, qui était le premier dieu du ciel, donc le premier titan du ciel, donc le premier dieu primordial du ciel, qui est Uranos. Donc, puis ensuite, effectivement, viennent les titans, mais pas que. Parce qu'on oublie en général que ben, les titans, oui, ça a été les 12 premiers titans, les premiers enfants de Gaïa et d'Uranos, mais c'est pas les seuls enfants qu'ils ont eu. Non, effectivement. Non, Ça me- effectivement. Ils ont eu autre chose comme enfant. Ou c'est autre chose et était le... Ouais, c'est ça. Autre chose est le bon terme, exactement. Autre chose, ouais. Ouais, les cyclopes. Les Il me semble cyclopes, que les exactement. cyclopes, Les cyclopes. t'avais tout. Pardon, j'ai un blanc de mémoire, c'est quoi le nom de la. C'était une genre de bibite, il y en avait 3 si je me trompe pas. Effectivement, comme les cyclopes d'ailleurs, que ben, eux autres, il y en a eu plus après, mais les 3 originaux, effectivement, il y en avait 3. Mais Mhm. je crois que ce que tu cherches, c'est normal que t'aies pas le nom parce que ça se prononce comme de la merde. Les hécatonchires. Ouais, non, je l'aurais jamais. C'est ça, Oui. exactement. Ou, si tu préfères, les êtres aux 100 mains. Donc, Ouais. Ouais, c'est ça, les êtres aux 100 mains. Donc, qui, eux, ben, oui, ceux avec plein de bras. Exactement ceux que tu peux jamais gagner à roche-papier-ciseaux contre eux autres. Plein de bras, plein de têtes, là. Mhm. Exactement, Pas c'est mal assez là. un concentré de pas mal n'importe quoi, je te dirais, là. Donc, Ouais. il y a tout ça, puis tu sais, si on analyse un petit peu, tu sais, le début, on le sait, un petit peu l'histoire en général, tu sais, les titans, grâce à l'aide à Cronos qui les a rassemblés, a réussi à séparer Uranos de Gaïa pour l'envoyer dans le ciel et tout. Parce que, dans le fond, ce qui se serait passé, grosso modo, c'est qu'Uranos était tellement en amour avec Gaïa qu'il la collait constamment, puis il voulait pas, genre, la lâcher. Et il empêchait les enfants de sortir du ventre. Donc les titans, les cyclopes, hécatonchires, etc. Il les empêchait de sortir du ventre de leur mère. Donc, mais ça se contredit un peu. Parce que de l'autre côté, ce qu'on dit, c'est ben il y a 4 titans qui ont été chacun d'un point cardinal du cosmos. Ils ont ramassé Uranos pour le tenir pendant que Cronos lui tranchait les parties génitales pour le chasser. Mhm. Ok. Ouais, évidemment, la légende dit que ces parties génitales-là ont tombé à l'eau et que ça a donné naissance à Aphrodite. Bon. Voilà. Ouais. Ben, en même temps, Aphrodite, c'est quand même le dieu de la déesse de l'amour. Fait que Puis, je comprends l'idée, là. oui, puis la métaphore est pas anodine, hein. Ouais. Uranos, qui est tellement en amour avec Gaïa, qu'il la désire tellement puis qu'il est pas capable de se retenir, qu'il est obligé de se faire trancher les parties pour finalement se réfugier dans le ciel. C'est ça. Donc, toujours vigiler la fourche, règle numéro 1, exactement. Oui. Mais, Aphrodite, c'est la déesse de... C'est la déesse de... Dans le chat? L'amour, mauvaise réponse. Non plus exact, me Mhm. semble. En fait, c'est pas vrai, c'est une réponse semi-exacte. Ben, c'est une de ses fonctions. C'est- Mais en fait, c'est ça. Beauté,
amour physique, désir sexuel, exactement, le style vegan, c'est ça. Puis parce que j'ai un récit qui va justement servir à les distinguer les deux, à parler un petit peu plus tard justement. Mais effectivement, fait que le fait qu'une déesse reliée à la sexualité puis à la beauté physique uniquement naisse des conséquences d'un désir incontrôlable d'un dieu, c'est une métaphore très claire, puis je veux dire, c'était évident que ça allait donner ça. Ben, évident, selon les légendes et limites, bien entendu. Parce que, En même évidemment... temps que ça vienne de ses couilles. C'est ça. Mais c'est ça. Ouais, c'est thématique. Mais ça. Puis ça dit même que 3 des gouttes de sang qui sont tombées dans le Tartare auraient donné naissance aux Irénies. Donc bon, voilà. Ok. Hermès et Aphrodite ont créé Hermaphrodite, je pense. Hein. Oui, en effet, j'avais pas prévu de parler de lui, mais effectivement, c'est son enfant, puis qu'il y avait les deux sexes en même temps. Donc, tu sais. Puis même aujourd'hui, le terme hermaphrodite n'est plus vraiment accepté. Hein. Le terme maintenant, c'est intersexe. Fait que... Ok. Oui. Très belle sculpture. Oui, tout à fait. Oui. Donc, Aphrodite, c'était celle qui s'était retrouvée chez Héphaïstos, et pas que. Pas juste là-bas. Pas juste là-bas. Donc, puis, il y a, tu sais, la pluie, elle est expliquée justement par justement, le fait qu'Uranos soit resté dans le ciel. Apparemment, c'est qu'il pleure de nostalgie puis qu'il s'ennuie de son ancien amour avec Gaïa qu'il ne peut plus rejoindre maintenant parce qu'il est cloué au ciel, littéralement. Ok. Eh oui. Quelque peu une prostituée des dieux, quelque peu. Ouais. Fait que la pluie est expliquée par le fait que c'est les larmes d'Uranos qui de temps en temps pleurent parce qu'il s'ennuie de retrouver sa terre chérie, tout simplement. Ok. Et belle pick-up line, ouais. Ouais, tout à fait. Ouais, je sais pas, moi je la sortirais pas sur Pas Tinder. sûr. Ouais, mais là non plus. Non, moi non plus. Non, je sais pas. Hey, écoute, je m'ennuie de toi comme Uranos s'ennuie. Je sais même pas comment la formuler tellement c'est cringe. Je sais même pas comment formuler ça. En même temps, faudrait que la personne devant toi connaisse aussi la mythologie grecque. Fait. C'est vrai que c'est un bon test pour savoir si t'es face à une nerd ou non. Ouais, mais pas toutes les nerds connaissent la mythologie, là. Non. Mais ça vaut le coup d'essayer. Ça vaut le coup peut-être d'essayer. Sinon, tu lui demandes c'est qui son héros préféré, puis s'il a dit Héraclès, elle a rien compris. Parce que Héraclès a quand même fait tuer ses 2 femmes, fait que... Aïe. Ouais, mais ils ont juste écouté la version de Disney. Ah, c'est ça, c'est pour ça. Donc, bref, puis sinon, ben après ça est venu les fameux conflits que sont la titanomachie. Donc le fait que Cronos, ben il avait mangé ses enfants, Zeus avait réussi à s'en sortir, il va commencer à combattre. Après la victoire sur les titans, Gaïa envoie les géants, cette fois-ci ses autres enfants, pour essayer de combattre les dieux. Et qui, grâce à l'aide des mortels, ben vont réussir à triompher des géants, ça marche, ça va marcher. Et le dernier fléau qui va être envoyé, c'est le fameux père de tous les monstres. Est-ce qu'on se rappelle qui c'est? Pour moi. Le monstre qui a été le plus grand ennemi de Zeus, en fait. Cronos est venu avant. Ça c'est dans Titanomachie. Le monstre, c'est-tu le typhon? Exactement. Oui, le fameux typhon. En fait, le typhon qui est en fait une représentation, en fait, tu sais, techniquement le typhon, on le sait, on utilise encore ce terme-là dans notre monde en français, là. Ouais. Mais on l'utilise encore pour parler de tempête marine, etc. et tout. C'est le même principe ici. Mais ce qui est intéressant dans l'histoire, puis ça, checkez bien ça. Quand Typhon était tellement dangereux que les dieux ont été obligés d'aller se réfugier ailleurs pour se cacher de lui jusqu'à ce que Zeus le vainque. Ils sont allés en Égypte. Ok. Fait que dans l'histoire, la mythologie égyptienne, elle s'explique, savez-vous comment? Par la conquête, par les conquêtes, en fait. Par les conquêtes. T'sais, on l'associe souvent à la conquête d'Alexandre le Grand. Ouais. On l'associe souvent à la conquête d'Alexandre le Grand quand il a conquis l'Égypte. Excusez, mon fil était pogné. Donc on l'associe souvent à la conquête d'Alexandre le Grand qui, justement, a conquis l'Égypte à un certain moment et auquel les dieux et auquel les dieux se sont mélangés. Fait qu'on faisait des associations entre différentes divinités. T'sais, par exemple, Typhon est devenu Seth. Par exemple, dans les histoires sur place. Horus était... Pis Zeus
même affaire, etc. Ra, le dieu du soleil, ben, c'est ça, Hélios, pis tu sais. Bref, il y a des liens à faire entre les dieux égyptiens et les dieux grecs, notamment à cause d'un mélange culturel qui, lui, s'est réellement passé entre l'arrivée de la Grèce. Puis tu sais, on se rappelle que la bibliothèque d'Alexandrie était remplie de plein d'affaires, mais que la plupart des ouvrages à l'intérieur ont été brûlés pendant un incendie. Fait qu'il nous en manque vraiment beaucoup. Mais on pourrait être surpris de tout ce qui a déjà existé puis qui aurait pu expliquer justement ce mélange culturel-là. Puis pire encore, à la même époque, ben il y a eu aussi la Libye. La Libye, c'est un pays qui est voisin de l'Égypte, juste à côté. Mais Libye, c'est aussi le nom d'une princesse. D'une héroïne, qui vient de la mythologie grecque. Et sa mère, elle s'appelait... la capitale de l'Égypte antique. Petite question quiz. Je suis pas bon en géographie. Non. Parce qu'aujourd'hui, la capitale de l'Égypte, c'est le Caire. Donc ça c'est ça. Ça, c'est aujourd'hui. Mais l'époque, Alexandrie, avant ça encore. Avant ça. Mais oui, ça a été effectivement l'Alexandrie, à l'époque, Memphis. Dark Simpson, exactement. Memphis, c'est un nom grec aussi. Donc la capitale de l'Égypte antique s'appelait Memphis. Puis il y a une raison à ça. Parce qu'il y a eu de l'influence grecque qui était reliée à ça. La Libye, elle, était juste à côté, puis il y a eu une influence par rapport à ça également. Fait que la mytho grecque, en fait, elle s'est spread à des endroits qui ne se peuvent pas pendant tout le temps d'Alexandre le Grand, puis par la suite, ben, quand les Romains ont commencé à faire leur conquête puis fonder leur empire romain, ben, ils ont joué à Pokémon, puis ils se sont tout appropriés, puis c'est comme ça qu'on a commencé, tu sais, en tant que latin, à avoir plus de contact avec ça. Puis à les interpréter. Puis là, après ça, tu rajoutes le christianisme qui est rentré en ligne de compte, l'interprétation, la vision barbare des affaires, puis tu peux clairement comprendre toutes les influences qu'il y a eu. Puis des fois aussi, les Grecs faisaient des représentations par l'art qu'on interprétait, puis on comprend des fois que juste à cause qu'il manquait d'espace, ils pouvaient pas faire ce qu'ils voulaient. Tu sais, par exemple, les centaures dans la mytho grecque, là, ben, c'est juste des représentations d'armées de cavaliers, des armées barbares de cavaliers. Puis les armées précisément dont il était question, ben, c'était les Perses. Parce qu'on se rappelle, les Perses puis les Grecs étaient royaumes voisins. Puis Alexandre le Grand a jamais conquis la Perse, dans mes souvenirs, donc tu sais. Faudra revoir mes leçons d'histoire. Dark Simpson, de toute façon, il va vérifier, là, je le sais, là, maintenant que j'ai posé la question. Je suis en train de vérifier, moi, avec, là. This is Sparta. Oui, effectivement. C'est vrai, c'est l'armée perse. C'est l'armée perse de l'autre côté. Ben, bref, vous comprenez qu'il y a beaucoup d'affaires qui ont eu de l'influence. Puis, basically, la morale, en fait, de ce que je viens de vous raconter, des histoires grecques en général, ça va toujours être, il faut respecter les dieux, puis les bons finissent toujours par gagner. Le bon côté finit toujours par gagner. Ça, c'est quoi le livre déjà où t'as un héros égyptien Léonis, peut-être? C'est une série de romans jeunesse, mais il y en a peut-être d'autres. Non, supposément qu'Alexandre, il aurait réussi à ramasser une partie de la Perse. Ah, une partie? Ok, c'est bon. En prenant possession de l'immense empire perse et en avançant jusqu'aux rives de l'Hindou. De l'Indus ou de l'Indus? L'Indus, ok, la vallée de l'Indus, ouais, ok, c'est bon, parfait. Ouais, la vallée, ouais, c'est ça. Ce qui explique pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de mythologie grecque vraiment qui influence l'hindouisme, parce que, ben encore là, ça peut être débattable, là, j'ai pas étudié les liens entre, mais, tu sais, les religions polythéistes, il y a beaucoup de ressemblances, beaucoup plus qu'on peut l'imaginer. Ok? Donc, la morale, donc, de toutes ces histoires-là, dans tout ce qu'on va raconter ce soir, ça va toujours être que les bons finissent par gagner, mais qu'il faut savoir respecter et craindre les dieux. Donc, c'est toujours ça la morale, mais des fois, on rajoute d'autres affaires. Patarion? Ouais. Je vais te laisser parler, en fait, en premier. J'aimerais ça que tu nous parles d'un mythe que tu avais ciblé, puis dont tu aimerais ça qu'on discute un petit peu, pour te céder un peu la parole. Maintenant que j'ai fait l'intro... Ouais, ben à vrai dire, veux-tu qu'on aille comme un petit peu concept philosophique? Parce que, comme je t'avais parlé tantôt encore, le bateau de Thésée est quand même un mythe qui est quand même pas mal connu. Où est-ce que... pour ceux qui connaissent pas, le bateau de Thésée, c'est l'histoire d'un bateau où est-ce que il est resté à un quai pendant plusieurs années, puis au fil du temps, il fallait qu'il l'entretienne, puis il changeait les planches du bateau, puis ça faisait que... pas une par une, là, mais ils changeaient régulièrement les planches du bateau, puis ça a fait qu'ils ont tellement remplacé les planches au travers des années qu'ils étaient capables de techniquement reproduire un autre bateau sur le side avec les planches de l'ancien bateau. Puis là, c'est comme un parallèle au fait du renouveau, du changement, puis genre, est-ce que techniquement, malgré toutes les planches qui ont été changées, est-ce que c'est le même bateau? Est-ce que c'est encore le bateau de Thésée ou c'est comme juste
un autre bateau à part, vu que techniquement, toutes les vieilles planches sont plus là. Fait que là, c'est comme en lien avec le fait que, comme j'ai dit, le renouveau ou vous avez déjà perdu le titre du bateau de Jason. Oui, Mhm. oui. Bateau de Jason. Non. Non. A entendu. Non. Je suis pas sûr. Je suis pas. Je suis pas sûr. Ouais, c'est ça, je suis comme confus. Ouais, Le, Jason, ja- oui. le Jason, non. Oui. Entendu le titre. C'est parce Bon. qu'en fait, ton entendu semble corriger un mot, mais je sais juste pas où le mettre en ce moment. Non, c'est perdu faut tasser pour entendu. Mhm. Ok. C'est bon. C'est bon. Ben justement, il était en train de parler du bateau, justement, puis des plans. Vous parliez de Thésée, pas Jason. Non, c'est ça exactement. On parlait de Ben, Thésée, c'est pas ça, on Jason. parlait de Thésée, là. Mhm. Ouais, c'est de ça qu'on parlait. Au lieu, c'était Jason. Ouais, Deux c'est ça. grès. C'est ça. Parce que dans le fond, Jason, lui aussi, il a l'histoire de son bateau avec les Argonautes et tout, là. Mais, Ok. mais l'histoire des planches, j'ai jamais vu que c'était relié à Jason, par exemple. Moi non plus. J'ai juste connu la version de Thésée. Oui. Fait que je te laisse continuer un petit peu, là. Donc, cette Ouais. histoire-là, est-ce que tu peux nous en dire plus un petit peu sur, tu sais, d'où est-ce qu'elle vient et tout Non, pas tant que ça. Mhm. Comme je t'ai dit, genre, des connaissances, mais pas approfondi sur le sujet beaucoup, là. Genre, l'origine, à dire, I guess que le bateau a peut-être. Ben, soit on retourne sur le fait, est-ce que c'est vrai ou non. D'après moi, le bateau a peut-être bel et bien déjà existé. Mais est-ce que. Dire, le principe de. Comment je peux dire? Mhm. Je suis en train de me perdre dans mes mots. C'est comme. Mhm. Ça va aller, inquiète-toi pas. Ouais, non, je stresse un peu, c'est pour ça, là. Tu devrais pas trop t'en faire, inquiète-toi pas. On est Je entre nous sais. autres, on est entre amis, c'est ton premier podcast, donne-toi une chance. Ouais. Mm. Euh, mais. Non, genre, j'ai pas mal fait le tour. C'était quoi, techniquement, le bateau de Thésée, parce que. Mais Jason, du héros grec, connais pas du tout le style vegan. Hein. Mm. J'ai jamais entendu parler. Mhm. J'ai entendu. Mais. Le problème, c'est normal d'être stressé devant les gens. Ouais, ça. Non, inquiète-toi pas, moi je voulais me liquéfier la première fois que j'ai enseigné devant une classe de 30 élèves, hein. Fait que. Ouais. Voilà, c'est à peu près ça. On le vit, puis on se comprend bien. Donc, Hmm. j'ai entendu l'histoire, au lieu de Thésée, c'était Jason. Ok, c'est bon, c'est ça. C'est vraiment Hmm. l'histoire, mettons, tu sais, du bateau de Thésée. Puis, tu sais, comme il dit, c'est une expérience de pensée philosophique. De est-ce que parce que on change les affaires, que c'est du changement. Mais au final, ce qu'il faut comprendre, c'est que le changement s'appuie sur les fondations qui existent quand même. Tu sais, la Hmm. société, par exemple, elle a beau changer continuellement, elle a beau, tu sais, même encore aujourd'hui, de progresser, on s'appuie encore sur les anciennes fondations. Tu sais? True. True. Puis ben des sociétés se basent tout encore sur des vieilles traditions. Malgré que. Oups, montré. Mhm. Malgré que. Ben, ça, techniquement, c'est comme des affaires qui sont comme un petit peu. Ben, ça, c'est du passé. C'était à une autre époque. C'était comme d'autres manière de penser. Alors que, Mhm. comme, techniquement, ces dites fondations-là, il faudrait comme peut-être les changer un peu. Puis même si tu construis t'acceptes l'idée que le bateau il est différent, mais si tu en construis un autre à côté, ça démontre aussi un attachement envers ces dites traditions-là. Pourquoi? Oui. Parce que les traditions servent de point de repère à beaucoup de personnes. C'est beaucoup Mhm. plus facile d'y retourner. Puis, tu sais, en ce moment, il y a le gros débat sur les masculinistes et tout dans l'actualité, là. Tu sais, il y a une raison pour laquelle c'est aussi populaire que ça de retourner à des idées masculinistes comme ça, puis à un retour aux valeurs traditionnelles. C'est parce que c'est facile, c'est familier, c'est connu, puis ça correspond au modèle qu'on continue de mettre de l'avant à l'intérieur des familles. T'sais, je veux dire, moi, quand que je demande à mes élèves dans un sondage de me répondre à c'est qui s'occupe des tâches ménagères à la maison, c'est qui fait la cuisine, c'est qui s'occupe des enfants, c'est qui va aux rencontres de parents, c'est qui prend les rendez-vous pour la santé, c'est qui s'occupe de la voiture, c'est qui passe la tondeuse, c'est qui sort les vidanges, mais je vous garantis que c'est encore quasiment à 100%, pas à 100%, mais en majorité, des fois majorité absolue, encore les mêmes rôles traditionnels qui l'occupent. Même si tu as l'impression que c'est plus comme ça, même si tu as l'impression qu'il y a un partage équitable des tâches parce que tout le monde en fait, voilà. Mais ouais, c'était Thésée aussi avec le Minotaure. Mhm. Effectivement, Jason, lui, c'est la toison d'or, son histoire. Ah, je connais Ouais. pas.
Ouais, ben grosso modo, il s'en va chercher la Toison d'Or parce que son oncle qui lui a volé son trône lui dit qu'il fallait qu'il mérite son trône. Il envoie chercher la Toison d'Or en espérant qu'il se fasse tuer en essayant. Pas le cas. Donc voilà, ça fout, c'est ça. C'est à peu près ça. Donc la Toison d'Or qui est censée pas rendre immortel. C'est pas comme dans Amos d'Aragon où tu l'apportes, t'es immortel. Mais c'est censé apporter la fertilité, de l'abondance au pays dans lequel elle est installée. Ok. Tout simplement. Fait que grosso modo, c'est redonner la vie à la nature. C'est aussi simple que ça. Donc, que toi, tu nous as parlé du bateau de Thésée. Donc, j'ai entendu qu'on changeait toutes nos cellules dans un cycle de 7 ans. Donc, après 7 ans, est-ce qu'on est toujours la même personne? Ah. Voilà. Là, ta question philosophique. Puis, qu'est-ce qui détermine ce qu'est une personne? Qu'est-ce qui détermine ce qu'est un peuple? Est-ce que c'est ses structures, ses fondations, ses valeurs? Qu'est-ce qui détermine c'est quoi une personne? Son corps? Son esprit? Ses valeurs? Ses actions? Voilà. Non, on peut en débattre longtemps de ça, là. On peut effectivement en débattre très longtemps. Parce que, justement, la mytho grecque, en fait, là, je veux dire, c'est juste un reflet qui nous raconte un peu plus comment les gens vivaient et voyaient les choses. Mais au final, ben, il y a très peu de... Même si les structures ont quand même changé, ben, il y a encore des fonds derrière ça. Je veux dire, on est encore accroché aux superstitions en tant que peuple. On croit encore des fois à des phénomènes étranges. Et je veux dire, il y a encore du monde qui croit aux fantômes, hein. Tu sais, je veux dire, je veux pas être plate, là, mais tu sais, nous autres, on peut bien ridiculiser les gens qui croient en des créatures qui font de l'inceste ou de quoi de même, mais il y a toujours bien du monde pour croire qu'il y a des fantômes qui font grincer nos tuyaux dans nos maisons, là. Fait que, tu sais, encore aujourd'hui... Hey, la partie spirituelle est encore de quoi d'assez bien ancrée aussi, là. C'est pas pour rien qu'il y a encore du monde qui pense que... Ben, qui croit en l'occultisme et que... Attends, je fais une petite parenthèse, mais les planches de Ouija, techniquement, ça être un jeu, mais t'as du monde qui croit dur comme fer que... La communication avec les esprits avec une planche de Ouija, c'est 100% authentique. Puis c'est faux, ça ne fonctionne pas. Ça a été démontré hors de tout doute que la planche de Ouija, la seule raison pour laquelle le cœur il bouge, parce que c'est tout le monde qui fait bouger le cœur ensemble par une espèce de phénomène que je ne saurais plus expliquer. Mais grosso modo, en fait, c'est à un moment donné, le cœur se met à bouger tout seul parce que les quatre vont dans la même direction ensemble. C'est tout. C'est juste un phénomène humain qui n'a rien à voir avec du paranormal ou quoi que ce soit. Parce que techniquement, si tu te dis, ben je vais jouer au Ouija, mais sans toucher au cœur, ben ça marchera pas. Ouais, parce que le seul instrument sur la planche, à part la planche, c'est le cœur au milieu. Si tu y touches pas... S'il touche pas, il va rester là. Puis s'il reste pas là, appelle la police tout de suite. Donc, il y a peut-être quelqu'un avec un aimant en dessous, on le sait pas. Ah, ben si le cœur est en plastique, fait que techniquement, il est pas supposé bouger qu'un aimant. T'as des versions métalliques? Il y a des versions métalliques? Ok, c'est bon, parfait. Ben, un de qualité. Ah, la belle tasse, j'espère que tes cloués, t'es là. Bon, faut que l'énergie circule d'une façon ou d'une autre, c'est vrai. Ouais, c'est pour ça que j'avais dit en début de live, je suis pas sponsor parti. Puis ils les placent dans des vieilles maisons pour faire de l'argent. Ils prennent des fantômes puis ils les placent dans des vieilles maisons pour faire de l'argent. Ah mon dieu, je suis dans un dilemme parce que j'ai le goût de la faire ta théorie du complot. Sauf que là, vu que je suis en podcast, je suis pas sûr que je vais la faire. Fait que écoute, alors demande-moi ça peut-être genre vendredi quand je vais jouer à Mario et Luigi. Peut-être. Genre, je le laisse là. Rappelle-le-moi, je te dois ça vendredi, c'est bon? Fait que, c'est ça. Je le laisse dans mes récompenses pas réclamées. Fait que comme ça, je vais pouvoir y retourner à tout moment. Fait que c'est ça. Mais c'est bon, parfait. Ça va me faire plaisir de faire jouer la musique des Illuminati derrière. Sans le savoir, c'est à cause que tout le temps une planche de Ouija cachée quelque part dans la maison. Probablement, oui. Probablement. Ah, ils placent les fantômes là, c'est ça. En fait, ils vont les chercher dans Luigi's Mansion, imagine. Ils sortent leur balayeuse à ectoplasme. Ah, oui. Ils en lâchent échapper quelques-uns. Ouais, c'est ça. Je me suis justement acheté une Dyson pour ça. C'est ça qui tire le plus. Fait que voilà, tu peux en conserver plus. Donc, bref. Maintenant, j'aimerais ça qu'on aborde un petit peu. J'ai dit que j'allais parler des amantes de Zeus tantôt. Oui. Zeus n'est pas réputé pour être très fidèle, hein? On s'entend? Oui, j'ai pris une Dyson finalement. Ben, Zeus, fidèle. C'est une vraie joke, je veux dire. Ça marche. Il l'est pas, là, genre. Il a envoyé son pain baguette un petit peu à gauche puis à droite. On va dire ça de même. C'est bien dit. Envoyer son pain baguette à gauche puis à droite. Il l'a cuit
dans plusieurs fours et aujourd'hui, il se retrouve avec une baguette trop cuite. Donc, Ouais. mais jamais assez à son goût, visiblement. Donc, petit exemple comme ça. On le sait, Zeus est marié avec sa sœur Héra, dans la mythologie grecque. Mais, il y a eu des enfants avec plusieurs personnes. Dans les faits, les enfants qu'il y a eu avec Héra, ben c'est Héphaïstos, Hermès, Arès, puis Artémis. C'est les 4 enfants qu'ils ont eu ensemble. Athéna ne lui vient pas, ne vient pas de... De Hera. ne vient pas d'Héra, par exemple. Athéna, puis ça c'est vraiment particulier. Moi j'adore ça. Pourquoi est-ce que Arès est un dieu de la guerre, un dieu guerrier? Puis pourquoi est-ce qu'à l'inverse on a Athéna qui est une déesse de la stratégie guerrière et de la sagesse? Ben, parce que techniquement, c'est pas juste la force brute qui gagne, là. Mhm. Peut faire gagner la bataille, fait qu'à guess que ça vient peut-être de plusieurs aspects de la guerre puis comment que ça se joue. Hein. Puis c'est une des différences culturelles entre la manière de faire la guerre entre notamment Sparte et Athènes. Ouais, Sparte qui était vraiment pas mal plus sur Mhm. la force brute. La force brute, exactement. Puis, tu sais, Athènes veut pas. La légende dit qu'elle est née du crâne de Zeus. Bon. Oui. Ok. En fait, grosso modo, ce mythe-là sert surtout à donner une explication au fait que, tu sais, la ruse triomphe du combat constamment. Tu sais, Zeus, par exemple, là, il avait couché avec une femme, une nymphe qui s'appelle Métis. Sauf que Métis, ben, ça veut dire ruse en grec. Ah, ok. Fait que là, tu te dis que la combinaison des deux, forcément, ça fait du sens que Athéna soit la déesse de la sagesse et de la stratégie guerrière. Bon. Tu te dis que ça fonctionne. Mhm. Sauf que Zeus, justement, il s'est dit, je vais être plus bright que ça. Fait que quand il a su qu'elle était enceinte, puis qu'il se disait, ben, je veux pas quoi que ce soit, qu'il y ait de problème ou de quoi, il s'est dit, ben, est-ce que t'es capable de te transformer? Parce qu'elle était métamorphe. Il dit oui, elle dit oui, monte, ok, elle se transforme en mouche un moment donné, elle dit, tu peux-tu te métamorphoser en quelque chose de plus petit? Elle fait oui, fait qu'elle se métamorphose en goutte d'eau. Fait qu'il dit, bon, c'est réglé, il avale la goutte d'eau. Sauf que Métis, c'est quand même est quand même de nature divine. Mhm. Fait que où est-ce qu'elle est allée? Elle est allée se loger dans le crâne de Zeus, De Zeus. qui s'est mis à avoir des maux de tête. Et il a dit, voyons, j'ai mal à la tête. Fait qu'Héphaïstos, il a dit, t'as un petit peu, on va régler ça, puis on va trouver qu'est-ce qui va pas dans ta tête. Il prend sa masse, donne un coup sur le crâne de Zeus, et en jaillira Athéna. Ensuite. Ok. Parce que, ben, entre-temps, ben, en goutte d'eau, elle a accouché, je sais pas trop, parce que c'est parfaitement normal, on est en mythologie grecque, hein. Voilà. Puis c'est parfaitement logique au niveau du cheminement de la goutte d'eau aussi. Oui, tout à fait. Ben, écoute, c'est ça. Peut-être que, je sais pas, peut-être qu'en fait, il l'avait avalé, puis, je sais pas. Il y a pas Il l'avait vraiment avalé de... par le nez, je sais pas trop, bref. Ouais. Ensuite, ben, il n'y a pas juste ça, hein. Le fait qu'il soit le père des muses, qu'il soit le père des Hespérides, de plein de créatures, de plein de dieux et de déesses, de plein de mortels aussi, hein, soit de demi-dieux, oui. etc. Donc, tu sais, par exemple, Zeus, c'est le père d'Héraclès, hein. Oui. Je veux dire, Héraclès, c'est littéralement gloire à Héra, que ça veut dire. Oui, parce que, ben, il s'est rendu compte que sa femme serait pas très de bonne humeur de son infidélité. Ah, ok, ouais. Oui. Puis elle a envoyé un serpent pour tuer Héraclès, mais Héraclès était un bébé avec une grande force divine, fait que il a tordu le serpent, voilà. Mm. À peu près ça. Puis, pourquoi est-ce que Zeus, on lui a donné le portrait de quelqu'un d'infidèle? Pour 2 raisons. D'abord, pour affirmer sa nature de dominant, ce qui était dans la culture masculine à l'époque, il l'est encore aujourd'hui, bref, pour affirmer sa nature dominante. Mais, il y a un autre concept qu'on retrouve beaucoup, en fait, dans beaucoup de religions, et c'est le concept du père de toutes choses. Mm. Dans le christianisme, Dieu est le père de toutes choses. Le père de la création. Mhm. Dans le judaïsme, Yahvé, c'est le même principe. Dans l'islam, c'est le même principe avec Allah. Puis, dans la mythologie grecque, il y a un père de toutes choses, c'est Zeus aussi. Puis, il est représenté dans les autres mythologies. Hein. Ok. Dans l'hindouisme, c'est Brahma qui est le créateur de toutes choses. C'est le dieu créateur. Après ça, dans la mythologie nordique, il y a eu, bien entendu, la Terre a été créée sur le corps d'un géant Ymir. Hein? Il n'y a surtout pas une référence à Gaïa quelque part là-dedans. Hein? La Terre, le corps d'un géant. Hein, voilà, c'est ça. Mhm. C'est à peu près ça. Surtout pas une référence. Mais si on regarde, il existe aussi un concept de dieu primordial. Donc un dieu, entre guillemets, du chaos, si on peut le dire ainsi. Un dieu qui est créateur de toutes choses, qui n'est pas Odin, dans ce cas-ci, soit dit en passant.
Donc, Thor et Zeus ne sont pas nécessairement des équivalents dans cette situation-là. Mais le concept de père de toutes choses existe. C'est le dieu Bor, si je me souviens bien, dans la mytho grecque. Pas Gore, le boucher des dieux, mais Bor. Ok. Mhm. Je connais pas celui-là. Non, c'est ça. Donc, le concept de père de toutes choses existe. Quant à l'inceste, maintenant, ben, comme je l'avais un peu expliqué tantôt, ben, c'est pas quelque chose qui était commun dans la mytho grecque, en fait. Entre frères et sœurs, ça se faisait pas ou quoi que ce soit. C'était un contre... En fait, l'inceste était un contre-reflet. Ils avaient le droit de le faire parce qu'ils étaient au-dessus des mortels. Mais les mortels, eux, sont en dessous, donc ils ne peuvent pas faire ce que les dieux font. Mhm. C'est un peu la vision qu'il fallait avoir. Puis sinon, ben, tu sais, l'homme dans la société grecque, il est dominant. Il recherche le pouvoir. Il est avare, il cherche à dominer. Mhm. C'est aussi simple que ça. Et, bien entendu, il y a une autre affaire, puis ça, faut qu'on en parle, c'est ça qui est de valeur. On va se le dire, les femmes se font ostraciser depuis très longtemps quand elles sont victimes d'agressions sexuelles. Je crois que... Hein? Eh ben, c'était pas vraiment différent à cette époque-là. Il y a combien de mythes grecs où c'est une femme qui subit une agression sexuelle, un viol, et que c'est elle qui subit la punition pour ça? Beaucoup. L'histoire de Méduse, par exemple, hein? Ouais. Techniquement, elle a été punie pour avoir été violée. Génial. Mhm. Même chose, Callisto, c'était une chasseresse d'Artémis dans l'histoire. Et, donc c'est une nymphe. Et il faut savoir que dans la légende, les chasseresses d'Artémis doivent faire vœu de chasteté exactement comme elle. Mhm. Mhm. Sauf que Zeus, il s'est dit, hey, moi je la trouve belle, fait que hop, viol. Parce que pourquoi pas? Elle va tomber enceinte, parce que, voilà, c'est à peu près ça. Et quand Artémis va s'en rendre compte, qu'est-ce qu'elle va faire? Ben, elle va la chasser. Mhm. Mhm. Et Héra va la transformer en ours pour qu'elle soit plus... Comment je dirais ça? Pour qu'elle se fasse chasser. Puis, elle va avoir un enfant qui va s'appeler Arcas. Arcas, en grec, ça veut dire ours. Ok. Voilà. Et, un jour, ben, quand il va être encore humain, ben, il va tomber sur sa mère qui est en ours. Puis, Zeus, par pitié, ne va pas les laisser s'entretuer. Puis il va plutôt les transformer en constellations. Puis c'est l'histoire qui explique l'origine de la constellation de la grande et de la petite ours. C'est qui? Ok. Ouais, c'est ça. Mais sauf que quand tu fouilles de même l'étymologie, tu te rends compte de plein d'affaires. Je veux dire, tu fais juste regarder les noms des personnages, puis tu comprends en fait qu'est-ce qu'ils inspirent. Mhm. En fait, c'est ça que je vous disais. Quand je vous disais que les noms grecs, quand tu prends leur traduction exacte, ben, tu te rends compte de ce que ça veut dire, mais tu comprends en fait, tu dis, ok, c'est de là que vient la légende. T'sais, Arcas, ours, grand ours, tac. Tu fais le lien directement. Allez-vous parler des 13 signes du zodiaque? C'était pas prévu dans mon programme de parler des 13 signes du zodiaque. Parce que oui, il y en a 13 et non pas 12, hein. Celui qu'on rajoute, c'est le serpentaire. Mais grosso modo, ces 13 signes du zodiaque-là, ben, c'est juste que la Terre est alignée avec ces constellations-là à certains moments de l'année. Contrairement à l'astrologie qu'on connaît que l'année est juste découpée en 12 sans raison apparente, mais si on se fie juste à l'astronomie, la Terre passe en avant de certains signes à certaines dates. Puis des fois, c'est pas très long, hein. Genre, des fois, c'est genre une semaine devant un signe, puis après ça, c'est déjà parti ailleurs. Mhm. Ah oui, la division de l'année avec les 13 signes astrologiques, ce serait complètement différent normalement, mais on a décidé de pas l'appliquer parce qu'on a décidé qu'il y avait 12 mois dans une année. Ouais. C'est aussi simple que ça. Mm. Ça. Fait que, tu sais, on a un bel exemple, donc, encore une fois, de tout ça. Puis, tu sais, je veux quand même en revenir sur ça, là. Tu sais, quand on parle de culture du viol, là, quand que j'ai fait mes recherches puis j'ai découvert ça, je me suis dit, crif, la culture du viol, c'est encore plus vieux qu'on l'imaginait. Tu sais, souvent, on s'imagine, ok, la culture du viol, c'est comme, tu sais, c'est occidental. Tu sais, c'est juste parce que ça date de l'époque des masculinistes. On n'a pas l'impression que c'est si loin que ça derrière nous, les débuts de tout ça. Puis on a juste l'impression que c'est genre peut-être 200 ans à changer. Non. C'est des traditions qui datent de milliers d'années. Depuis quand que Et encore. mâle alpha n'essaie pas de comme prouver sa dominance, ça a tout le temps été de même. Puis quand on va parler de Pandore tantôt, là, Oui, 5 bits. Quand je vais vous dire comment elle a été conçue puis comment elle a été pensée, là, tu comprends très vite la vision très sexiste de ce qu'est la femme, direct en partant. Mais encore là, est-ce que c'est une interprétation chrétienne avec des biais cognitifs chrétiens? Ou est-ce que vraiment les Grecs traitaient leurs femmes de cette manière-là?
On le sait pas, on n'était pas là pour le savoir. Moi, je pense que la réponse est quand même oui, effectivement, que c'était encore de même, parce que des sociétés occidentales où les hommes cherchent le pouvoir puis se justifient avec plein de facteurs biologiques, il y en a vraiment partout. Puis à chaque fois, les facteurs changent en fonction de la culture. C'est ça qui est particulier. Ok. Fait que toutes les raisons sont bonnes dans toutes les cultures pour que l'homme soit au-dessus de la femme, alors que dans les faits, ben ça a pas de valeur. Quand tu étudies la sociologie un petit peu plus, là. Fait que bref. Sinon, je vais te laisser aborder peut-être une autre histoire maintenant. Ouais. Ok, tu veux que je t'en shoot une autre sorte, là? Ben ouais, pourquoi pas. Ben vu qu'on a pris le temps de parler de la pensée de la société un peu, j'ai parlé des amendes de Zeus un peu. C'est ça. T'avais regardé un petit peu d'autres affaires aussi, me semble, hein? Ouais, ben j'avais regardé un petit peu, ben c'était comme une version plutôt de comment que ça s'est passé la bataille, le siège de Troie avec Agamemnon, puis... Mais ça, c'était comme plus... Je le sais pas trop si c'était comme tant... Moi, je pourrais dire, parce que c'est comme en renseignant, en lisant comme des trucs, puis en écoutant des vidéos, puis ça... C'était comme... C'était un conflit... C'était le conflit de... J'ai un blanc de mémoire encore. Non, pour vrai, genre, je sens que je vais patiner tout le long de la soirée, sorry. Ah, c'est pas grave. Écoute, envoyez du café chez Patarion, s'il vous plaît. C'est pas du café, c'est plus genre... De la bière. Ah! Ouais, pour vrai, genre, l'alcool me déstresserait, mais en même temps, ça risque de peut-être faire que je vais encore plus patiner en même temps ou je vais plus rouler de la merde. Puis là, en ce moment, ça me tente pas tant de rouler de la merde. C'est correct. Ah, il y a un cheval qui s'en vient en livraison. Un peu d'hydromel. Ouais. Ah, l'hydromel, c'est bien ça aussi. Ben ouais, le cheval avec le cheval de Troie. Le cheval de Troie, exactement. Mais tu peux y aller avec ça. Dans le fond, je pense que le personnage que tu cherches, c'est Ménélas, en fait. Là. Ouais. C'était Ménélas que tu cherchais, le frère d'Agamemnon, justement. Ménélas, qui était roi de Sparte. Ouais. Puis que... Parce que t'as comme eu plusieurs versions à ça. T'as eu bien entendu la version qui a eu... on l'a tous vu, le film de Troie avec Brad Pitt. Puis, parce que Brad Pitt est tellement beau là-dedans. Là. Ben, pour vrai, il était jeune, puis ça paraissait, là. Mais... Puis t'avais Hulk aussi dans ce film-là. Wait. Oui. Celui qui joue Hector, Eric Bana, là, c'est lui qui a joué la première version de Hulk au cinéma, en 2003. C'est ça, je m'en allais dire quelle version de Hulk, parce que Eric Bana, oui, je me rappelle qu'il avait joué Hulk, la première pas la première, mais la première version officielle, là, parce qu'il y a comme d'autres versions avant, plus... il est beau. Il faut bien. Donc, je te laisse continuer. Donc, ce que tu disais par rapport au siège de la ville de Troie. C'est une des versions... c'est la version, comme bien entendu, avec... voyons, comme avec le film. Mais sinon, la version que j'étais tombé, c'était comme plus comme du conflit, où est-ce que les dieux, ils étaient comme plus ou moins d'accord avec quel side devait gagner d'un bord ou de l'autre. Puis ça avait comme fait que... au départ, Zeus était comme là pour comme essayer de comme gérer... Pas gérer ça, mais comme de s'arranger pour que pour pas que les dieux interviennent, puis finalement les dieux ils ont fait que c'est comme qu'ils voulaient, puis ils ont décidé de comme sider d'un bord puis de l'autre, ça crée de la merde, là, bien entendu. Mais c'était comme au niveau de la véracité, c'est une version comme une autre, bien entendu, du siège, de la bataille en tant que telle, parce que c'était pas juste le siège de Troie, c'était vraiment comme la bataille qui avait entre les deux sides, qui était dans la cité de Troie, puis l'autre bord avec Agamemnon, j'ai oublié c'est quoi le nom du groupe, là. Mais c'était vraiment comme de même que c'était. Sinon, non, c'est pas mal ça qui me vient à l'esprit live là. Tout à fait. Alors, est-ce que la guerre de Troie, selon vous, s'est réellement déroulée? D'après moi, oui. D'après toi, oui? Ok. D'après moi, oui, mais pas de même pantoute. Évidemment, les dieux ne sont pas apparus sur Terre pour prendre un bord ou de l'autre. Et évidemment, il n'y a pas un cheval de Troie qui est apparu donné par Poséidon ou quoi de même, là. Non plus. D'ailleurs, la ville de Troie, techniquement, se trouve dans la Turquie actuelle, selon les fouilles archéologiques. Puis ils l'ont reconstituée. C'est pas un pays d'Asie. En fait, c'est en Turquie. La ville de Troie se trouve là. Mais c'est pas de même qu'elle s'appelle. Le vrai nom de cette ville de Troie-là, attends un petit peu, je lis ici, c'est... Ça se prononce comme de la marde, je vous le dis tout de suite, là.
Un petit peu. Isarlik. Ok, c'est ça. C'est ça. C'est ça. J'avoue que c'est pas tout évident. On s'excuse, j'espère n'avoir insulté la maman de personne à travers ça. On salue toutes les Turcs, effectivement. Bon, si vous voyez ça m'amener. Donc, est-ce que cette guerre-là a existé? J'aime croire qu'Achille a existé. Probablement qu'il y a bel et bien eu un homme qui s'appelait Achilles à quelque part, puis qui c'était peut-être un grand guerrier. Puis qu'à cause de ça, les gens ont pensé que, ben voilà. C'est ça, mais je ne penserais pas que quelqu'un meure en se faisant tirer une flèche dans le talon. Mais est-ce qu'ils ont trouvé ce guerrier-là criblé de flèches avec une en particulier dans le talon? Peut-être bien que oui. Peut-être bien. Puis ils ont dit que c'était son talon. C'est ça, je sais pas. Qui sait? Qui sait? Surtout qu'en plus, techniquement, selon la légende, ce serait Paris, le frère d'Hector, qui l'a tué. Puis qui s'est sauvé avec Hélène. Sauf que Paris a été tué pendant le siège de Troie, genre vraiment pas longtemps après. Fait que genre, il l'a tué, mais il est mort quasiment, genre, même pas 2 heures après, là. Fait que vraiment, la dernière chose qu'il a faite de sa vie, ça a été de tuer Achille, selon l'histoire. Fait que bon. Pas survécu super longtemps, on va dire ça de même. Donc, est-ce que la ville a vraiment existé? Eh bien, la réponse, ce serait que oui, il y a bel et bien eu une guerre de Troie, et il y a bel et bien eu un siège, donc à un certain moment, qui a été prise par un peuple qu'on appelle les Achéens. Donc, grosso modo, faut savoir que la Grèce était divisée en plein de petits royaumes, avec chacun un roi sur place, etc. C'était des cités-états, comme on les appelait, puis ce concept de cité-état-là est resté en passant dans l'Empire romain. Hein. C'est l'équivalent, si on peut le dire ainsi, d'une province, une cité-état. Donc, les cités romaines, c'était l'équivalent des provinces. Puis notre division entre un pays et une province, la division par diocèse, par circonscription électorale, c'est tout inspiré de l'administration romaine. Toute la gang. Yeah. Et qui, elle-même, est inspirée de l'administration grecque. Fait que tout ça, en fait, est entièrement relié. Donc, les Achéens ont bel et bien conquis cette fameuse ville de Troie-là. Donc, environ 1000 ans avant Jésus-Christ. Du moins, selon les calculs qu'on a, bien entendu, par rapport à ça. Parce que, bon, les années sont très variables. Hein? Je veux dire, ça reste des méthodes de calcul comme on peut. Donc, et les ruines donc de la butte d'Isarlik, si ça se prononce vraiment comme ça, ben, ce serait la ville de Troie, justement, d'autrefois, qui, aujourd'hui, a été juste reconstruite pour dire, genre, hey, voici un site archéologique à visiter avec une reconstitution de Troie. Mais, tu sais, ça vaut ce que ça vaut, là. Je veux dire, c'est ça. Ça vaut ce que ça vaut, là. Je veux dire, Troie était considérée comme une ville imprenable et tout le kit, mais il faut se rappeler d'une affaire. Quand une ville est sur le bord d'une plage, tu t'assures que tes murs soient hauts. Parce que ça veut dire que l'envahisseur est là, il peut arriver, puis tu peux le voir arriver de loin si tu vois l'océan. Fait que tu t'assures que tes murs soient hauts. Fait que... Puis, une affaire aussi qu'on oublie en général, c'est que la taille humaine... Tu sais, la taille humaine moyenne a augmenté à force que les années avancent. Pourquoi? Parce qu'on mangeait de mieux en mieux, on était de plus en plus en santé. Puis il faut savoir qu'un adulte, à une certaine époque, là, était pas plus grand que quelqu'un de 12 ans. C'est vrai. Tu sais, par exemple, là, si on... Juste l'espérance de vie aussi, effectivement, a changé. Ouais, c'est ça, là. Mettons, si vous allez au Japon puis que vous allez voir, mettons, des armures de samouraï qui datent, tu sais, de très longtemps, là, vous allez constater que crime l'armure, on dirait qu'elle fait pour un enfant. De genre, ou un ado. Tu dis, crime comment m'en faire pour rentrer là-dedans? Mais mon fils serait considéré comme un géant. Il l'est même à notre époque, tant qu'à moi. Fait que... ouais, non, son fils, il est grand. Je pense qu'il mesure plus de 6 pieds ou de quoi de même, là. Quand même. Ouais, c'est ça. Son fils, c'est un géant, effectivement. Donc, c'est ça. 6 pieds 5. Non, c'est ça. 6 pieds 5 6 pieds 5 à 20 ans. Barnac. Non, ouais, genre... même pour un joueur de basket, il est grand, là. Mais je sais même pas s'il joue au basket. C'est ça. Fait que... La chose ça, lui, il a pas besoin de sauter. Genre, envoyer direct dans le panier à une main, merci, bonsoir. Donc... ça, c'était pour la guerre de Troie, donc... Puis sinon, ben, comment ça s'est terminé, cette fameuse guerre de Troie-là, hein? Ben, on va dire... Ils ont-tu réussi à péter Troie à la fin? Au cours des derniers siècles, la morphologie de l'homme n'a pas... Est-ce que je voudrais lire le message de l'hostie de vegan?
La Mhm. moyenne a augmenté de 1 cm tous les 10 ans. Ben, quand même. 1,84 m en moyenne. C'est ça, fait que ça fait du sens avec ma théorie que si on recule de, tu sais, mettons, plusieurs centaines d'années, mettons, Moyen-Âge, temps moderne, que les humains étaient généralement un peu plus petits. Fait que... Ouais. Ah, j'avoue. Parce qu'en Mhm. même temps aussi, au niveau d'alimentation, c'était comme pas mal moins. Ben, ils mangeaient pas mal moins, comme t'as dit. Ils étaient vraiment comme pas mal. Pas conservateurs, là, mais. Ben, étant donné l'espérance de vie et tout de cette époque-là, Mhm. t'étais considéré un adulte quasiment à 12 ans ou 13 ans. Là. Ton adolescence pour nous autres, pour eux autres, à partir du moment que tu commençais à devenir un homme. Là, mais t'imagines-tu si César, en fait, il était aussi grand que Peter Dinklage? Il était tout aussi grand que Peter Dinklage? Hey, petit Peter Dinklage, par contre, là. C'est Tyrion Lannister dans Game of Thrones. Ah, je le sais. Ah, je connais l'acteur. Ok, ok, ok. Donc, effectivement, peut-être qu'il fait moins peur. Après ça, est-ce ils ont descendu de 10 ans, de quelques centimètres en temps de temps? Pas nécessairement, bien sûr. Là. Je pense pas qu'à un moment donné, les humains ont mesuré 50-60 centimètres. Là. Mais mettons Mais non. des, mettons des 1m40, 1m45. Ça, c'est pas très grand, on va se le dire. Là. Fait que moi, je serais pas surpris que la taille moyenne ait été genre à 1m40 pendant une certaine époque de la vie. Puis tu sais, il y avait beaucoup plus de gens qui étaient plus minces aussi. Tu sais, il y avait du monde qui était très musclé, qui était très costaud. C'est ceux qui faisaient du travail physique. Il y avait du monde qui était très gros parce qu'ils mangeaient trop. Mais tu sais. Bref, aujourd'hui, les êtres humains sont beaucoup plus grands qu'ils ne l'étaient. Après ça, bon, cette fameuse guerre de Troie-là, comment elle s'est terminée? Est-ce qu'ils ont réussi à péter Troie? Ben oui, techniquement. Puis même selon l'histoire, c'est vrai, parce que les Achéens ont gagné leur guerre contre les Troyens. Ils ont conquis la ville et tout. Après ça, est-ce qu'elle est restée conquise pendant longtemps? C'est ça. Être gros est un signe de richesse, oui. Oui. Oui, puis c'est encore le cas dans certaines cultures, hein. C'est encore le cas dans certaines cultures. Il me semble que dans le monde arabe, c'est encore considéré comme un signe d'abondance. Ok. Il me semble, je suis pas 100% certain, mais il me semble que oui. Donc, c'est ça. Puis, tu sais, même toi, Mamanjou, qui vient d'Haïti, tu m'en avais déjà parlé que, tu sais, quelqu'un qui était trop mince, c'était, il manque un peu de chair, pas super... C'est quoi votre mythe grec préféré à tous les deux? Moi, mon mythe grec préféré, boy, Hi. c'est pas facile de choisir, hein, à vous. Ouais. Ben. Boîte de Pandore, je l'aime bien parce que ça illustre un petit peu comme comment que l'être humain est comme devenu comme qu'il est. Mhm. Ok. C'est une interprétation, mais j'aime bien le mythe de la boîte de Pandore parce que vu que ça illustre comme vraiment l'être humain, sinon, ben, ça aurait un autre. Mm. Il n'y a pas d'autre vraiment qui me vient en tête live là. Mm. Genre, mythe en tant que tel là. Ouais. Mais toi, t'en as-tu un qui comme, te Moi, parle plus? moi, pour vrai, j'aime beaucoup l'Odyssée en général. Mhm. Mhm. Pour vrai, l'Odyssée, ça me plaît beaucoup parce que j'aime le personnage d'Ulysse parce que c'est un personnage qui est présenté comme étant intelligent. Ouais. Moi, je suis quelqu'un dans la vie qui valorise l'intelligence. Donc, moi, ça me plaît quand même. Mais l'histoire d'Édipe, j'avoue que j'ai un petit faible pour ça parce qu'elle a quand même donné naissance à une théorie de psychanalyse. Puis cette théorie de psychanalyse-là, ben, elle a servi quand même beaucoup pendant longtemps à comprendre des affaires, puis elle a permis à du monde de dire hey, la psychanalyse serait intéressant, on s'intéresse à ça. Même si aujourd'hui, évidemment, ce n'est plus valide scientifiquement parlant le complexe d'Édipe, ni ce que Freud a dit en général, à part une affaire. Fait que. Ouais, non, c'est ça, Freud est arrivé avec beaucoup d'affaires, on a tout mis de côté, puis on a juste gardé le moi, le ça, puis le surmoi, puis ça a été tout, là. Fait que. Ok. Donc, c'est à peu près ça. Donc, ce serait ça mon mythe préféré, justement. Moi, l'Odyssée... Non, moi, l'Odyssée, j'aime bien. J'aime bien, sérieusement, là. Moi, j'en ai plusieurs, mais ceux qui m'ont le plus marqué, c'est l'histoire d'Aphrodite. Puis à l'époque, j'étais terrifié par le gars dont le foie était bouffé à tous les jours. Je voulais en parler, Ah ouais, justement, Prométhée. de... Ah ouais. Justement, Prométhée, puis la boîte de Pandore, c'est très, très relié, en fait, là. Oui. Donc, c'est ça, les deux mythes sont reliés ensemble, là. Donc, bref, si on a fait un petit peu, je pense, le tour pour la guerre de Troie un petit peu. Savoir d'où est-ce que ça vient. Sisyphe et le rocher, oui, en effet. Mais ça, je me rappelle plus qu'est-ce qui l'a amené à cette punition-là, Sisyphe, par exemple. Me semble que c'est parce qu'il a fait bouffer à des dieux ses propres enfants. C'est Sisyphus qui a fait ça? Non, c'est-tu Tantale qui a fait ça? Je sais pas. Je suis plus sûr. Tantale, c'est celui-là que quand il mange, la bouffe se sauve puis il peut plus manger. Ok.
me rappelle plus comment. J'ai oublié comment Sisyphe s'est retrouvé à être puni pour la roche. Évidemment, il a été puni par les dieux. Évidemment. Ça, mais allez checker. Ah oui, pour aller checker. Son nommé consistant à pousser une pierre. Mhm. Puis, une raison aussi, une question qu'on s'est pas encore posée. Pourquoi est-ce que les Grecs étaient autant attachés à leur rite? Pourquoi par la suite les Romains étaient ouverts d'esprit puis permettaient aux gens des peuples conquis de pratiquer les religions qu'ils voulaient, mais voulaient quand même qu'on pratique la religion romaine qui était l'équivalent de la religion grecque? Ok. Pourquoi est-ce que on tenait à l'ordre à ce point-là? Parce qu'en fait, là, il y a un espèce de concept, en fait, à l'intérieur de toutes les mythologies qui dit que quand les dieux sont oubliés, eh bien, ils disparaissent. Mais c'est un peu, en fait, la métaphore de la mémoire collective. Si on oublie quelque chose, si on oublie de pratiquer nos rites, qu'on ne respecte pas les traditions, ben, une religion meurt sans les gens pour la pratiquer. Elle n'existe pas sans les gens. Okay. Fait que pourquoi est-ce que dans le mytho grec, on essaie de s'attacher autant aux rites? C'est parce qu'on estimait que si on ne les faisait pas, ben, qu'il n'y avait plus de principe de religion. D'où justement une des phrases que Hadès disait dans... que Hadès a dit, selon les légendes bien entendu, c'était que la vraie mort c'était d'être oublié. Je pense que moi c'est mieux. Ce que j'ai trouvé, c'est Sisyphe aurait trompé la mort et Hadès l'a condamné à rouler sur le rocher. Ah ben voilà. Ah oui, c'est vrai, oui, il a trompé la mort parce qu'il a enfermé Thanatos quelque part, me semble, pour l'empêcher de le chercher. Ça se peut, ça fait du sens. C'est quoi de ce genre-là, ouais. Devant le génie de la mort, va le chercher. Sisyphe proposa de lui montrer l'une de ses inventions, des menottes. Il enchaîna Thanatos si bien que ce dernier n'a pu l'emporter aux enfers. La petite ruse. Donc, tromper la mort, ben, ça a des conséquences. Tout simplement, tromper les dieux, ça a des conséquences. Comme je le disais, chaque mythe grec a une morale, c'est respecter les dieux et craignez-les. Oui. Puis craindre les dieux puis les respecter, c'est dans toutes les religions, hein, ça dit en passant. La seule différence, c'est que nous, on craint pas Dieu, on craint le diable à la place. Ouais. Sauf que le diable est un archange déchu, techniquement. Puis, en théorie, bon, Final Destination a 5 films pour nous rappeler qu'il faut pas tromper la mort. Effectivement, les Égyptiens avaient une condamnation à l'ignorance pour les personnes ignobles. On effaçait leur nom de partout, papyrus, mur de pierre, tout. Hein? Voilà, la mort, c'est d'être oublié. On y revient constamment. Puis sinon, justement, avant d'aborder, tu sais, justement, cette affaire-là, justement, parce que je veux garder le mythe de Prométhée vraiment pour la fin. C'était-tu le dernier que t'avais en date, toi? Pas mal, pour être ben honnête. Ok, fait qu'on va le garder pour la fin, mais je veux prendre le temps de parler de l'amour. Je veux parler d'amour, parce qu'on en a parlé un peu tantôt. Puis je vous ai dit qu'il y avait une différence entre Aphrodite, qui était la déesse de la sexualité, de l'amour physique, et Eros, qui était le dieu de l'amour. Pourquoi est-ce qu'ils sont différenciés comme ça? Eros, selon la légende, il peut être deux choses. Il peut être une divinité primordiale, ou il peut être le fils d'Aphrodite. Tout simplement. Bon. Lui, dans le fond, il s'est marié avec une femme qui s'appelait Psyché. Psyché, vous connaissez ce terme-là en français, ça réfère à l'esprit, etc., ou quoi que ce soit, la psyché. Sauf que, ben, en grec, ça veut juste dire âme. Tu sais ce que ça veut dire? Ça veut juste dire âme en grec. Donc, Psyché était tellement belle qu'elle rendait jalouse Aphrodite, bien entendu. Et la face c'est qu'elle n'avait pas d'époux. Les gens venaient la voir comme si c'était une œuvre d'art à admirer. À un point tel que les gens oubliaient Aphrodite puis ils pensaient juste à elle parce qu'elle était tellement belle. Fait que bon, hein, on se rappelle, la mort, l'oubli, blablabla, etc. Et on se rappelle à quel point les femmes étaient des objets aussi, hein. Voilà. Mettons que tu regardes les mythes. Je crois que c'est difficile de faire plus clair que ça avec la métaphore. Oui, puis en même temps, tu regardes les mythes grecs puis il n'y a pas tant de protagonistes qui sont des femmes. Puis encore là, Psyché dans cette situation-là, en fait, là, tu sais quoi? Elle est encore une fois une victime ostracisée pour être une femme. Donc, grosso modo, Aphrodite demande à Eros de la faire tomber en amour avec un mortel absolument exécrable, sauf que lui-même tombe en amour avec elle. Ok. Puis le père de Psyché, ben lui, ce qu'il se dit entre-temps, c'est qu'il aimerait ça que sa fille ait une épouse, puis l'oracle de Delphes lui dit « Faut que tu l'abandonnes sur un rocher pour qu'elle ait un époux. » Finalement, ben bon, elle va se retrouver avec Eros dans un palais.
Et il va lui dire, je vais bien te traiter, je vais prendre soin de toi, je vais être ton mari, mais en échange, tu devras jamais essayer de voir mon visage. Ok. Fait que, bon, elle respecte cette volonté-là jusqu'à ce qu'un jour, elle commence à ressentir de la solitude. Finalement, elle demande une faveur, genre, est-ce que je peux aller voir ma famille, etc. Ça va être fait, voilà. Il y aurait 2 mots pour âme, l'anémone et considéré comme la fleur du vent. Ce surnom provient de la paranymie grecque. Le anémone. Intéressant. Fait que bref, puis là, ses sœurs, qui réalisent qu'elle est full heureuse, puis tout le kit, ils deviennent jalouses. Et lui disent, tu devrais essayer de voir, genre, le visage de ton mari, pour vrai. En sachant très bien qu'il pourra avoir une conséquence, parce que qui sait, peut-être qu'il est hideux, peut-être que c'est ça le monstre de la prophétie, ou peu importe. On sait pas. Sauf que là, on va se comprendre quelque chose. Psyché était tombé en amour avec Eros sans l'avoir vu. Ouais. Est-ce que ce serait pas plus une belle façon de dire que l'amour surpasse le physique? L'amour de l'âme, l'amour de la personnalité surpasse le physique? Parce qu'aimer quelqu'un sans voir de quoi il a l'air, là... Savez-vous quand est-ce que ce genre de choses-là arrive aujourd'hui? Quand des geeks qui se rencontrent sur Twitch puis Discord se mettent à parler puis ils tombent en amour ensemble avant de se voir. Genre, c'est pas une blague. Ouais. C'est pas une blague. Ouais. C'est pas une blague. Ou, petit exemple aussi que j'avais déjà vraiment vu. Ouais, voilà, hein, Maman Jou puis le Steve Vegan sont pas mal concernés par l'exemple que je viens de donner. Siffler comme un épée. Voilà. Mais un autre exemple que j'avais vu, j'avais été voir une conférence de Marc Gervais à un moment donné, puis il nous avait raconté pendant la conférence qu'il avait vu, un homme qui était aveugle qui venait écouter ses conférences et tout le kit. Il faisait du bien. Puis là, il dit à un moment donné, hey monsieur, oui, je vous ai entendu, j'aimerais ça vous présenter ma femme. Là, il amène sa femme aussi était aveugle. Les deux s'aimaient, mais ils se sont jamais vus. Oh. Ben voilà. Okay. Aussi simple que ça. Écoute, c'est mignon, c'est très cute. Puis ça, on n'en voit pas assez. Fait que c'est là qu'on distingue vraiment, genre, l'amour, l'attirance physique, qui, lui, peut provoquer éventuellement de l'amour, versus, tu tombes en amour avec quelqu'un sans son apparence. Puis, à partir du moment où elle a accordé de l'importance à l'apparence, puis qu'elle a essayé de le voir, c'est là que ça a tout gâché. Parce que elle va ouvrir la lumière pendant la nuit pour le voir, et, la lumière, la chandelle, voilà, puis elle va échapper de l'huile. La morale de l'histoire d'été des aveugles, voilà, simple de même. Oui, en effet, l'affaire, c'est que nous, à cause qu'on voit l'apparence, souvent, on n'est pas capable de faire fi de ça. Tu sais, je veux dire, c'est ça, c'est triste un petit peu. Puis c'est plate, là, mais mettons, exemple, que tu fais du blind date, puis que là, tu parles à quelqu'un, ça connaît qu'au bout, t'enlèves le masque, puis soudainement, bang, la personne qui est devant toi, tu la trouves pas de ton goût, tu la trouves pas belle. C'est plate, mais même si la date a été super bien, puis que c'est 100% la personne qui te correspond, probablement que la personne va faire finalement non. Ouais. Parce qu'on a appris à accorder de l'importance à ça. Puis, ce que cette histoire-là nous dit, c'est si tu accordes de l'importance à ça trop, ça va revenir contre toi. Ce qui a fini par arriver, donc, elle perd Eros parce que dès qu'il se rend compte que son visage a été vu, il y a de la cire qui lui tombe sur le visage, ça le défigure un peu. Il s'en va, perdu, tac, merci, bonsoir. Il s'enfuit. Et Psyché, donc, rongée par la culpabilité, essaie de se suicider. Mais Aphrodite, elle a décidé qu'elle allait en faire son esclave à la place de la laisser se tuer. Voilà, c'est à peu près ça, parce que sinon c'est pas drôle. Elle lui fait faire des travaux, mais à un moment donné, Eros, à la fin, finit par aller la rechercher et lui fait boire l'ambroisie pour qu'elle devienne une déesse à son tour. Donc, c'est quoi la différence de l'histoire? C'est que, la morale de l'amour, c'est que l'amour physique, l'amour de l'âme, c'est deux choses différentes. Puis, ça, c'est encore quelque chose à laquelle on idéalise, qu'on accorde de l'importance, puis qu'on le sait que c'est important, puis que c'est encore une influence sur ça. Tu sais, on dit souvent, il faut que t'aimes aussi la personnalité de la personne. Tu peux pas juste sortir avec quelqu'un parce qu'il est beau ou est belle, là. Puis tu sais, ça, on le dit à nos enfants, puis on éduque nos enfants de même. Tu sais, je veux dire, combien de fois dans votre vie vous avez entendu, c'est pas l'apparence qui compte? Combien de fois vous avez entendu ça? L'habit ne fait pas le moine aussi. L'habit ne fait pas le moine, c'est un bel exemple aussi de ça. Combien de fois vous avez entendu ce genre d'affaires-là? Tu sais, ça existe encore. Après ça, il y a des gens qui vont vous dire que c'est de la bullshit puis que oui, l'apparence, ça compte quand même un petit peu. Veux pas, là. Puis je suis obligé de vous dire que c'est malheureusement la vérité, que oui, l'apparence va prendre le bord. Va prendre souvent le bord par-dessus. On va prendre le dessus par rapport au reste des fois. Malheureusement, là. Tu sais, je veux dire, demandez au monde qui vont sur Tinder ou les réseaux de rencontres, là. Il y a des très bonnes chances que tu likes
une personne qui ne correspond pas aux caractéristiques de personnalité que tu recherches juste parce que tu trouves la personne belle. Par contre, l'inverse est encore moins probable. Que tu likes une personne qui n'est pas belle, mais que ça fit parfaitement avec toi. Tu vas dire, ah, elle a tout ce qu'il faut, mais cette personne-là est pas à mon goût. Elle est pas jolie. Yeah. C'est une réalité. C'est une réalité qui fait partie de la vie, puis il faut pas être hypocrite, il faut être capable de se le dire. Mais en idéalisant de plus en plus ça, ben tu sais, des fois tu dis peut-être que je pourrais passer par-dessus ça ou de quoi. Puis on va se le dire, puis on va quand même se donner une chance sur Tinder, c'est plus difficile de passer par-dessus ça parce que t'as juste un profil et une photo. Puis c'est même pas garanti que tu parles avec la personne, fait que tu sais. Ouais, ben, il y a quand Ça même rajoute pas mal une de couche de monde. complexité, fait que je vous dirais que Le c'est quand fichier même, on est quand même n'existe. capable de le faire, mais en vrai. Quand on rencontre quelqu'un en vrai, là, tu sais, on rencontre la personne, on voit ce qu'elle dégage, qu'est-ce qu'elle a à dire et tout, puis des fois on finit par, tu sais, trouver la personne belle au-delà de son apparence physique. Mais sur les réseaux de rencontres, c'est une autre histoire. Totalement une autre histoire. Moi, en tout cas, c'est le parallèle que je fais avec ça. Évidemment, le mythe n'a pas été conçu pour penser à des sites de rencontres. Mais visiblement, la philosophie, moi, je pense qu'elle est restée. Puis je pense que mon interprétation me semble très juste par rapport à ça. C'est pourquoi parler d'amour comme ça différencié si c'est pas pour parler de ça. Pourquoi raconter un tel récit pour juste dire ayez crainte d'Aphrodite? Ne soyez pas plus belle qu'Aphrodite. Donc voilà. Là, on est rendu à 1h10 de podcast, que ça va. C'est correct, on est dans nos temps. Ça va bien? Oui, tout à fait. Patarion, Oui. tu voulais parler de la boîte de Pandore tantôt. Oui. Oui. Je vais te laisser commencer à en parler parce que je veux quand même, je veux quand même que tu prennes la parole un peu, là. Je veux t'en donner un peu, là. Fait que je vais te laisser aller par rapport à ça. Oui, ben, on va dire Pandore, t'as comme plusieurs versions. T'as comme, encore là, t'as des versions avec des petits twists, mais basically, la boîte de Pandore, c'est. C'était quelle personne qui était comme. Qui s'est ramassée avec déjà? J'ai un blanc de mémoire, c'est qui s'est ramassé avec Pandore? Épiméthée, En le figure. frère de Prométhée. Mhm. C'est ça. Les noms propres, hein, ça c'est correct. Ouais. Mais c'est Épiméthée qui était vraiment comme pas mal plus quelqu'un de comme spontané comparé à son frère Prométhée qui était comme vraiment plus pensif. Mhm. Puis il me semble que c'est comme un de ce que j'avais lu, c'est que Prométhée et son frère, ça signifiait comme deux. Alors, si tu y allais avec la traduction de leur nom, ça allait comme avec deux manières. Pas manières de penser, mais genre. Comment je peux dire quoi? Parce que j'avais lu en anglais, t'en as un qui c'était Afterthought, qui était le frère de Prométhée, puis Prométhée c'est comme un autre nom qui était comme plus la pensée, ou plutôt la réflexion. Mhm. Faire de la petite parenthèse avec ça. Puis, dire Pandore avait été comme créé par Zeus, si je me trompe pas, parce qu'il c'était comme pour se venger du fait que Prométhée avait comme volé le feu de l'Olympe pour comme le donner aux hommes, pour comme donner le pouvoir de créer. C'est une version que j'ai lue, là. Mhm. Je sais pas si. C'est ça. c'est Ça, ben, en fait, c'est- t'as tout à fait raison. Tu sais, épiméthée, ça veut dire spontané, celui qui réfléchit après avoir agi. Ouais. Puis Prométhée, Mhm. c'était le prévoyant. Donc, c'est ça. c'est ça, exactement. De quoi de. Ouais, c'est ça. Mhm. Fait que oui, effectivement, Pandore créé sous la commande de Zeus. Mhm. Mhm. Puis, il a été créé pour comme punir Prométhée à cause qu'il avait volé le feu de l'Olympe, ça je l'ai expliqué. Puis, bien entendu, le frère de Prométhée, parce que j'oublie tout le temps son esti de nom, c'est pour ça, là. Épiméthée. Épiméthée. Il est tombé directement follement amoureux d'elle. Et Pandore avait comme une petite boîte qui avait à l'intérieur comme plein de mépris, si je peux dire ça de même. Les mots MAUX, ouais. Les mots de l'humanité. Ouais, c'est ça, les mots de l'humanité. Puis, ben, une fois que ça a été ouvert, c'est ça qui a amené à ce qu'on devienne comme des personnes avares, à essayer de. C'est comme. J'ai pas tous les mots exactement en tête, là, mais c'est une fois que la boîte a été ouverte, ça a comme amené tous les mots à l'humanité, alors que on était comme techniquement en tant Ça. qu'être humain. Ça, ce qui est intéressant, c'est que justement, tous les mots que tu nommes pas, c'est tous les péchés capitaux, les plaies, les difficultés, la famine, etc. Tout, en fait, les malheurs de l'humanité sont dedans. Mais, faut pas oublier, il y en avait un qui restait, qui était comme l'espoir.
Mhm. L'espoir supposément était aussi dans la boîte. Peut être, par exemple, selon certains, comme le meilleur mot et le pire mot, parce que des fois, s'agripper à l'espoir, ça peut comme amener à être désespéré, là. Mhm. Fait que... Non, c'est basically C'est ça. ça. C'est ça. L'espoir étant qui techniquement est resté à l'intérieur de la boîte après, pour être relâché plus tard si jamais la civilisation grecque devait s'éteindre ou quoi que ce soit, pour que l'humanité ait encore l'espoir de survivre même après sa disparition ou quoi de même. Mhm. Qui a été, selon l'histoire, caché par Hermès Ok. à l'intérieur de la boîte. Ça. Donc, une affaire qui est intéressante par rapport à Pandore, c'est qu'effectivement, Zeus a demandé à être créé et on lui a, chaque dieu et chaque déesse lui a attribué des caractéristiques précises. Tu sais, par exemple, là, la grâce, des beaux vêtements, des fleurs, Mhm. des colliers, des bijoux, mais surtout, Ok. attention, un esprit curieux, trompeur et un appétit insatiable pour le sexe. La première femme de l'humanité a été créée avec ces caractéristiques-là. Bien entendu. Parce qu'il faut savoir que quand Prométhée a créé l'homme, il n'a créé que des mâles, que des hommes. Il leur a donné le feu une première fois, mais sauf que Zeus l'a retiré. C'est Ève, version grecque, ou c'est Ève qui est une version chrétienne de Pandore, qui sait. Mais tu sais, comment envoyer un message subtil aux femmes? Ouais, je crois que effectivement le parallèle était très clair. Puis tu sais, quand on regarde ça... Non, ça manque de subtilité, en effet. Puis ça va dans le sens des mœurs puis des croyances. Puis c'est surtout placé en opposition par le christianisme. Tu sais, on reconnaît que la femme, de par sa nature, a un appétit insatiable pour la sexualité. Tu sais, combien de fois est-ce que on a fait des associations entre la sorcellerie, genre, ben, je vais donner un exemple, là. Je veux dire, il y avait des femmes qui étaient condamnées par sorcellerie parce qu'il y a des hommes qui les dénonçaient parce qu'ils avaient trompé leur femme avec elles. Mettons, exemple, j'ai succombé à ses charmes, fait que celle qui m'a charmé, c'est une sorcière. Hmm. Ok, ouais. Voilà. C'est à peu près ça. Fait que, tu sais, en parallèle, on n'oublie pas que les chrétiens jugeaient les Grecs comme étant des barbares puis des païens, puis que, en voyant, genre, ces histoires-là, ils se disent, ça n'a pas d'allure, une bonne femme chrétienne ne cède pas à sa propre nature. Puis, tu sais, Ève, elle a mangé le fruit interdit, Ouais. elle a corrompu Adam, comme Pandore a corrompu Épiméthée, puis elle a ouvert la boîte interdite. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, les fléaux de l'humanité sont tombés. Dans le christianisme, ben, ils ont perdu l'accès au paradis puis se sont retrouvés sur Terre. La mère enfante dans la douleur. Est-ce que la pornographie est en fait une nouvelle mythologie? Oh mon dieu. Oh mon dieu. Non, l'idée que Jade la voix puisse être une déesse, non, je refuse. C'est ça. Donc, Ouais, non, de là à dire que c'est une mythologie. oh, imagines-tu c'est Amourante, c'est la déesse primordiale? Non. 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 Voilà. Voilà, c'est ça. Donc, non. Voilà. Ah, bref. D'ailleurs, en passant, Pandore, la signification de son nom, c'est don. All gifted. Salut bien le bonjour, j'ai une question. Oui, pose ta question. Tu peux poser ta question. De toute façon, c'est pas comme si on n'était pas dans des sujets un petit peu... comment je dirais ça? Ben. Qu'est-ce que Pancake qui tourne la neige? Ouais. Un frisbee comestible, réponse C, une kippa surgelée, ou réponse D, la réponse D. On dirait du François Pérusse. On dirait du François Pérusse. Il y aurait du François Pérusse ou... Genre, du combien de dromadaires avez-vous mangé dans les 5 dernières minutes? A, en bas de 15, B, en haut de 9, C, Napoléon Bonaparte, D, boulevard Saint-Joseph. Donc, Toujours répondre des boulevards Saint-Joseph. exactement. Wow. Qui veut gagner de l'argent? Ok, ça vient de là, ça? C'est ça la référence? Je suis un peu déçu. J'aurais espéré que ce soit du François Pérusse. Ok. Donc, bref, ok. Fait que j'en reviens. Note dans le calepin, boulevard Saint-Joseph. Parfait. Super. Mais bref, on en revient, mettons, à la perception de la femme. Le péché originel, c'était de manger le fruit. Le péché originel chez les Grecs, ça a été d'ouvrir la boîte. Dans les deux cas, les conséquences, ça a été que l'humanité s'est retrouvée avec les maux et le mal qu'on connaît. Cet équilibre entre le bien et le mal, la souffrance puis le bien-être, etc. Et les hommes, ben, sont obligés d'avoir des relations sexuelles avec les femmes pour pouvoir enfanter désormais.
Et, attention, ils doivent planter leurs graines de la même manière qu'ils doivent la planter désormais pour prendre soin eux-mêmes de leur propre agriculture. Parce que dans la légende, il faut savoir qu'à la base, le blé poussait tout seul et leur était fourni. Et à un moment donné, comme dans le jardin d'Éden, ben, tout est accessible, les fruits, les légumes et tout. Mais là, il faut qu'ils fassent leurs propres affaires. Il faut qu'ils fassent leurs propres affaires, qu'ils fassent pousser leur propre blé. Comme chez les chrétiens, on doit faire pousser nos propres fruits et notre propre agriculture. Donc, il y a des liens entre les deux histoires qui sont phénoménaux, qu'on a tendance à oublier. Après ça, est-ce que l'histoire a été redéformée par les chrétiens pour que ce soit calqué un peu plus sur leur propre mythologie? On n'en aura jamais aucune idée. Est-ce qu'ils se sont inspirés de leur propre mythologie pour écrire la Bible? Qui sait? Qu'est-ce qui précède quoi? Est-ce qu'il y a eu des influences? On sait que les Grecs et les Juifs ont été en contact ensemble, puis que la Genèse date de bien longtemps. À quel point les deux se sont auto-influencés entre eux? Qui sait? On ne sait pas. Tu sais, je veux dire, on se rappelle d'une affaire, quand les Européens ont conquis et ont fait de la colonisation des Amériques, là, ils ont voulu savoir si, dans leur définition, les Premières Nations étaient vraiment des êtres humains. Des êtres humains, puis selon eux, un être humain devait être chrétien. Ils leur ont demandé, c'est quoi votre mythologie? C'est quoi votre histoire de création? Puis ils se sont fait raconter l'histoire de la tortue. Oui. Et ils ont réussi à faire des parallèles entre cette histoire-là et leur histoire chrétienne, et ils ont considéré que les Autochtones étaient bel et bien des êtres humains. Après ça, la manière dont ils les ont traités, on peut pas parler vraiment d'humanité, mais ils ont considéré qu'il y avait des liens et qu'ils étaient vraiment des créatures de Dieu, si on peut le dire ainsi. Donc, après ça, bon, des créatures de Dieu, mais voilà, ouais, c'est ça exactement, la tortue, effectivement, la tortue. Donc, puis finalement, Prométhée finit comment, Patarion? Ben, Prométhée se ramasse enchaîné sur le top d'une montagne, j'ai oublié c'est quoi le nom exact. Mais le Caucase. Le Caucase? Le Caucase. Ok. Puis il se ramasse enchaîné après une roche, puis il se fait manger le foie de jour, c'est son châtiment éternel. Où est-ce qu'il se fait picorer le foie par un aigle le matin, puis que la nuit, ça se régénère, puis pour se refaire picorer le lendemain. Fait qu'il est comme en éternelle torture. Ouais. Exactement. Ça finit pour Prométhée. Ça de même, ça finit? Eh bien, non, il se fait sauver à Mané, mais bon. Exactement. Il se fait sauver. Il se fait sauver à un moment donné par Héraclès, à la demande de Zeus, tout simplement. Parce que, en fait, Prométhée, c'est le prévoyant, puis Prométhée avait cette capacité-là d'avoir des visions de temps en temps, et il a prédit à Zeus son renversement. Puis il a pas voulu lui dire parce que il se faisait torturer, puis il a dit libère-moi, puis je vais te le dire. Fait que pendant des milliers d'années, ça a été le jeu de c'est qui parle, c'est qui parle en premier. Et qui cède le premier, finalement, ça a été Zeus. Ok. Finalement, ça a été Zeus. Fait que Prométhée a tenu parole, et lui a dit que s'il continuait s'il continuait ses schèmes avec Thétis, qui est la nymphe, qui est la mère d'Achille, soit dit en passant, il a dit si tu continues, tu vas engendrer un enfant qui va pouvoir te renverser puis qui va être plus puissant que toi. Ok. Tantôt, je te disais qu'on allait parler de ce qui a inspiré l'origine de Kratos, là. Ouais. Voilà, c'est ce mythe-là. Sauf que l'enfant n'a jamais existé. Fait qu'en fait, l'histoire de Kratos, en fait, c'est vraiment une uchronie de... Et si Zeus avait continué à faire ses petites niaiseries avec Thétis, qu'est-ce qui se serait passé? Techniquement, Achille est né plus tard, parce que Thétis est mariée avec... a eu un enfant avec un mortel, à la place, et on est passé à pas grand-chose de pas avoir Achille. On est passé à 2 doigts d'avoir un Kratos plutôt qu'un Achille. Ok. Ouais. Aussi simple que ça. Ben, selon l'histoire, bien entendu. Après ça, on est passé proche de quelque chose de tout court. On peut en douter fortement, bien entendu. Je t'aurais mis un meme dans la section Rogue. Ok, parfait. Super, super. Fait que, tu sais, bref, l'histoire de Prométhée, ce qui est vraiment intéressante avec ça, c'est que, tu sais, c'est vraiment, par exemple, tu sais, le mythe de la création, c'est pas le père fondateur de tout qui l'a créé, c'est vraiment un autre dieu qui l'a fait. Puis par amour pour sa création, a voulu les protéger, a voulu leur donner du feu pour leur apprendre à cuisiner, à se protéger des animaux. Puis au début de l'histoire, les hommes puis les dieux étaient sur le même pied d'égalité, puis à un moment donné, ben, ils ont décidé, ils ont décidé que ça devait pas fonctionner comme ça, que ça pouvait pas être des créatures égales.
Et ils ont instauré la notion de sacrifice. Puis quelque chose qui existait dans la mytho grecque qui est vraiment intéressante, c'est le partage de la nourriture avec les dieux. Il fallait que tu sacrifies une partie de ta bouffe aux dieux. La plus belle partie. Mais la notion de la plus belle partie... C'est relatif. Très relatif. C'est très très relatif. Pendant que Kratos, on est d'accord que la scène de l'arrachage de tête d'Hélios est la meilleure. Oui, totalement. Les God of War, je vais toutes les faire sur Twitch. Le premier de tout est débloqué, d'ailleurs. C'est ça. Fait que je vais le faire, assurément. Je les ai déjà toutes faites, sauf Ascension, dans les fêtes, que je veux les refaire, toute la gang. Voilà, parce que j'aime cette saga-là. Donc, il y a un grand festin à un moment donné qui va être organisé à Mykonos, puis on va séparer les affaires. Sauf que Prométhée, il va avoir l'idée de jouer sur la notion de meilleur ou de quoi. Et il va prendre des os d'une viande, mettre la viande d'un côté qui a pas l'air présentable, puis de l'autre côté, mais qui est nourrissante. De l'autre côté, il va mettre les os, mais les os, il va les recouvrir de taches de graisse brillantes qui va donner l'impression que ça a l'air beau et bon. Fait que les dieux vont choisir le côté qui a l'air bon, puis finalement, c'est des... Voilà. C'est des ossements. Ça, c'est des ossements, puis à cause de ça, c'est à cause de ça que Zeus a décidé de punir les hommes en leur retirant le feu. Puis, ouais, c'est ça. Pas juste parce qu'il a donné le feu la première fois, à la base, il avait accepté, mais après ça, Prométhée est allé leur chercher pour leur donner, puis c'est là qu'il a été puni. Ok. Il y avait des sacrifices végétaux parce que les pauvres mangeaient vraiment peu de viande. Ouais, probablement. C'est ça. Très probablement, en effet. Donc bref, ce fut court, mais ce fut instructif. T'sais, on voulait jaser un petit peu de mytho grec aussi. T'sais, on peut pas faire le tour de toute l'histoire parce qu'il y a trop de choses à dire. En fait, c'est pas vrai. Je pense que tu avais autre chose. Tu voulais pas parler d'Héraclès à un moment donné aussi? On pourrait conclure là-dessus. Ça, j'avais pas vraiment mentionné Héraclès et les 12 travaux, là, mais... on en avait parlé en privé avant, c'est pour ça, je pense. Ouais, on avait comme parlé brièvement, là. Mais genre, par cœur, les 12 travaux, je connais pas par cœur. Je connais pas par cœur non plus, rassure-toi, là. Ok. Mais... C'est ça. Héraclès, c'est quand même... à la base, les 12 travaux d'Héraclès, c'était 10. Parce que il y en a 2 qui s'est fait aider. Il me semble qu'un qui s'est fait aider, c'était l'hydre. L'hydre s'était fait aider, fait que ça avait pas compté. Puis l'autre qui avait pas compté, c'était celui-là où est-ce qu'il devait laver les écuries. Je me rappelle plus de qui. Oui. Mais je me rappelle que c'était comme laver les écuries. Puis de la manière qu'il l'avait fait, c'était... Il avait comme déplacé les montagnes puis le courant des rivières. Ouais. Fait que ce qu'il avait fait qu'il avait pas compté, c'est que techniquement, c'est pas lui qui l'a fait. Ouais, Il effectivement, utilisait c'est la knife. nature. Il utilisait la nature, exactement. C'était les écuries des juments cannibales, en fait. Ok. Ouais, des juments cannibales, donc voilà. Les juments de Diomède, si on se... c'est ça. Puis, tu sais, dans les livres, Percy Jackson, il y a l'équivalent de ça à faire à un moment donné. Mais question, pourquoi est-ce que Héraclès était considéré comme le héros le plus édifiant, le plus glorifié de toute la Grèce antique, alors que dans les faits, c'était quand même une grosse merde qui a tué ses 2 femmes? Mais c'était pas qu'il avait tué tous ses enfants, mais c'était pas sa femme et ses enfants? Ouais, sa femme et ses enfants la première. Ok, il a tué une autre femme par après? Ouais. Ouais, il y a eu une autre femme après. Attends un petit peu, comment qu'elle s'appelle, la fille dans Hercule, là, Mégara. Ok, non? Mégara, c'était sa deuxième... Mégara, c'est-tu la première ou la deuxième? C'est soit Mégara, soit Alcmène. Je connais pas les noms par cœur. Moi, je suis pas bon. Je sais pas. Ouais, c'est ça, effectivement. Mégara, c'est la première femme. Puis la deuxième femme, c'est Alcmène. Alcmène, ouais, c'est ça, Alcmène. Alcmène, c'est une mortelle, Une mortelle, c'est ça, une mère... Ah non, laisse faire, c'est la mère. C'est quoi le nom de la deuxième femme de... C'est quoi le nom de sa deuxième femme, Caroline Debine? T'en as une couple de ce que je vois. Ouais, selon les légendes, mais on reconnaît souvent qu'il y en a eu 2. Fait que... Ok, le Prion, ensuite... non, c'est pas ça. Non, c'est pas elle. Déjanire. Ok. Déjanire. Donc, Déjanire, en fait, Déjanire, en fait, qui s'est fait... qui a tué aussi son mari. Voilà. Ok. Ouais. Parce qu'en fait, là, il faut savoir que...
Comment je dirais ça? Pas Ackman, Héraclès a trempé ses flèches dans le poison de l'hydre. Il s'en est servi pour tuer du monde. Il a tiré sur un centaure qui a essayé de violer Déjanire. Puis avant de mourir, il a enlevé sa peau puis il a dit genre hey garde donne ma peau à ton mari comme ça il va toujours t'être fidèle. Sauf que la peau était remplie du venin de voilà. Fait que ça l'a brûlé puis il a décidé de se jeter lui-même dans le feu Héraclès puis de se laisser mourir comme ça puis il a été déifié après. Donc voilà. Fait que pourquoi est-ce qu'on admirait autant Héraclès en fait? Pourquoi est-ce que c'est le héros de tout le monde? Je sais pas trop. Parce que c'est un masculiniste. Ah. C'est ça. C'est pas mal ça. Héraclès était le premier masculiniste, genre dans la plus grosse forme des stéréotypes. Le lien entre Aphrodite et Héphaïstos, en fait, c'est que Héphaïstos s'est fait donner Aphrodite en récompense, comme on donne une femme à l'époque comme un objet en récompense à quelqu'un. Comme Marie, sauf que Madame préférait Arès. Donc elle a commencé à le voir en cachette, sauf qu'un jour ils sont tombés tous les deux dans le piège de Héphaïstos et ils se sont fait regarder et rire d'eux autres pendant leurs ébats. Donc le fameux filet ou quoi que ce soit. Ok. C'est ça. C'est aussi simple que ça. Par exemple, la raison du mariage, je me souviens plus pourquoi, par exemple, est-ce qu'ils ont été mariés de force. Ok. Non, je sais pas non plus. Il y a aussi l'histoire d'Orphée qui était cool. L'histoire d'Orphée est effectivement cool. Elle est très rapide, par exemple. C'est vraiment genre, il rentre dans les enfers, il va chercher sa femme, mais il faut pas qu'il se retourne. Puis finalement, il se retourne, fait qu'il la perd définitivement. Orphée qui a réussi à charmer par sa musique. Donc c'était un grand... Voilà. Elle trompe régulièrement son époux. Ouais, c'est ça. Pourquoi Telle Marie, en raison de sa grande beauté, de son désir incontrôlable, elle a été considérée comme une menace pour la paix entre les dieux à cause de la jalousie qu'elle pouvait créer entre eux. C'est pour cette raison que Zeus l'avait mariée à Héphaïstos, parce que, bon, voilà. Partie des histoires que j'aimais bien. Donc, une femme qui suscite le désir, on la marie au plus vite, parce qu'elle est un problème. Une autre utilisée très souvent aussi, hein. Narcissisme. Ben oui, narcissisme, ça a donné naissance à ça. Genre, trop s'aimer, tu sais, voilà. Ouais. C'est à peu près ça, on finit par se noyer, à trop s'aimer, si on peut le dire ainsi. Se noyer dans sa propre beauté, se noyer dans son narcissisme, voilà. Puis sinon, ben, tu sais, c'est aussi, tu sais, avec Icare et Dédale, ben, à trop voler proche du soleil, à trop avoir d'ambition, on finit par se brûler, parce que on peut pas surpasser, tu sais, ce pourquoi on est vraiment pas prédestiné, mais ce pourquoi on a des affinités ou quoi que ce soit, là. Donc, savoir connaître ses limites. Donc, c'est ça, l'histoire d'Icare est très simple, en fait, tu sais, elle est vraiment résumée rapidement, là. Tu sais, c'est ce qui est intéressant, c'est ce qui l'a mené à ça. Tu sais, je veux dire, pourquoi le Minotaure est né? Ben, le Minotaure est né à cause d'une relation zoophile entre un taureau blanc qui n'avait pas été sacrifié comme prévu et Pasiphae, la femme de Minos, que Poséidon il a insufflé en elle le désir sexuel intense pour le taureau. Wow. Ouais. Ok. Voilà, c'est à peu près ça. De ça est né le Minotaure. Avec le Minotaure, on décide de l'enfermer dans le labyrinthe. Après ça, Thésée le tue, on connaît la suite de l'histoire. Il s'enfuit avec Ariane. Puis cette fameuse Ariane-là, voilà. Ben finalement, elle se fait abandonner. Puis elle va être reprise par Dionysos pour devenir sa femme par la suite. Ok. Oui, tout à fait. Puis, écoute, la raison pour laquelle cette histoire-là est importante, là, tu sais, le Minotaure, en fait, c'est pas juste genre, tu respectes les dieux, tu respectes les rites, tu respectes les demandes, puis l'inceste, ben, ça peut conduire à quoi que ce soit. C'est pas juste une morale de tout ça. En fait, c'est vraiment aussi le fait que le Minotaure, là, je veux dire, ça veut dire taureau de Minos. Il est une métaphore, en fait, des conséquences des actes de Minos. Okay. Sauf que, vu qu'on est dans la mythologie grecque, Pasiphae se fait... voilà. Ariane... voilà. Thésée, c'est un homme, let's go. Lui, il s'en sort. Puis Minos, ben, à sa mort, devient un des 3 juges des morts dans le Tartare. Ben, dans le Tartare, dans les enfers. Ok. Parce qu'on est dans la mythologie grecque et que les hommes sont récompensés. C'est aussi simple que ça. Ouais, malgré que c'est comme les pires merdes. Malgré tout ça. Fait que bref, bon. Sur ça, ben, ça va mettre fin à ma discussion de ce soir et podcast, là. Je veux dire, il y a plein de choses à dire et tout, là. Puis, tu sais, ça prendrait, genre, une édition 2 pour raconter tout ça. Ou bien même, genre, carrément faire de la chronologie avec ça. Tu sais, ça va jusque-là.
je vous dirais que, tu sais, vous pouvez consulter, tu sais, n'importe quel site web pour lire de tout ça. Je vous dirais que les livres, mettons, de Percy Jackson, là, au-delà du fait que ce sont des livres jeunesse avec les défauts des livres jeunesse, je vous dirais que tous les rapports aux mythes qui sont utilisés sont quand même assez fidèles à des bonnes versions de l'histoire qui ont été quand même vraiment bien épluchées. Tu sais, c'est pas juste genre un... C'est pas juste genre on y va avec à peu près, puis quoi que ce soit. T'sais, il va choisir une version à laquelle s'en tenir, mais souvent ça va être très très songé, très fidèle, puis on va faire le tour de certains... C'est ça. On va faire le tour de certaines affaires vraiment correctement. Fait que ça vaut quand même la peine. C'est une bonne école d'apprentissage après. Beaucoup plus que la série La classe des titans qu'il y avait sur Télétoon quand on était adolescent. Il était oui. Et t'es oui, en effet. Et Patario, merci d'avoir passé, puis merci d'avoir participé. Écoute, il a dû à peu près dans Moss d'Aragon, effectivement. Je sais que t'étais gêné et tout, puis c'était ta première fois, mais rassure-toi, c'est vraiment pas grave. Écoute, il y aura d'autres fois. Si l'occasion s'y prête. Et sur ça, ben, je vais vous souhaiter une belle soirée, puis on va dire coucou à YouTube. Ben, au revoir à YouTube, en fait. Yes. Bonne soirée, YouTube. Bonne soirée.